Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Bonjour Clément, Salut Johan, ça va? ça va bien et toi? Ouais, ça va nickel. Merci pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté. Je suis content de te recevoir sur le podcast. On va aborder quelques thèmes que je n'ai pas vraiment encore abordés sur le podcast. Bah écoute, je vais te laisser te présenter pour commencer cet épisode. Yes. Donc moi c'est Clément, j'ai 32 ans et je suis coach sportif en ligne, slash, nomade, on va dire. Donc je suis pas basé, je suis pas basé à un lieu particulier en France ni dans le monde. Je voyage énormément à l'année et donc j'ai développé mon activité uniquement en ligne, depuis 2021. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais j'avais une autre «vie» entre guillemets avant et donc je suis coach depuis 2021, et aujourd'hui j'aide les hommes et on va aussi lancer un programme pour les femmes, mais globalement les hommes à perdre du poids, souvent les hommes débutants, qui veulent perdre du poids, qui sont un peu débutants en salle de sport ou à la maison, qui sont pas trop, sportifs. Donc voilà, je me suis vraiment consacré à cette «niche» entre guillemets pour les aider à perdre du poids sans avoir de restrictions et en profitant un petit peu de la vie et en prenant plaisir avec leur sport également. Donc voilà par rapport à ça. Ouais, du coup, tu disais que tu avais une autre vie avant, tu as été commerçant, il me semble, c'est ça? J'étais commercial, Commercial, ouais. ouais, j'ai fait, 3 ans où j'étais commercial, j'étais en Alsace à un moment, et sinon avant aussi j'ai bossé, chez Auchan pendant 3 ans également et sur Nantes, parce que je viens de Nantes à la base et donc voilà, donc j'ai fait 6 ans, 6 ans de «salariat» entre guillemets dans des métiers qui n'ont rien à voir avec le coaching, sportif et ensuite, en 2019 non 2020, je suis parti en Australie pendant 2 ans et demi. Enfin, c'était pendant le covid, donc je suis pas parti 2 ans et demi à la base. Je voulais partir 1 an, faire une année sabbatique et en gros là-bas, pour te la faire courte, donc je j'ai tous mes plans ont changé et cetera et je me suis rendu compte que je voulais plus revenir en mode salarié. Je voulais plus, rester, à un seul lieu géographique et donc, il y a une opportunité qui s'est créée en Australie d'étudier le personal training, là-bas. Ce qui me permettait aussi de rester via un visa étudiant là-bas et donc j'ai passé mes diplômes de coach là-bas, pendant 1 an et demi et quand je suis revenu en France ou après en Europe, bah, j'ai développé mon activité en ligne donc voilà. C'était quoi comme diplôme que tu as passé? Ouais, bah, ça s'appelle certificat 3 et certificat 4, qui donnent la possibilité donc certificat 3 c'est pour être, groupe instructeur, donc c'est en gros faire des coachings, de groupe et le certificat 4 c'est personal trainer en gros, donc pouvoir coacher en individuel en Australie. C'est un diplôme qui n'est pas reconnu partout, mais tu me diras en France, c'est un peu particulier. Donc je crois pas que ce soit reconnu en France, il faudrait demander une équivalence ou je sais pas exactement. Dans tous les cas, étant donné que je coach uniquement en ligne, j'ai pas que des élèves en France de toute façon. C'est pas forcément, quelque chose sur lequel je me suis concentré. Mais voilà, c'est un diplôme je crois qui est reconnu potentiellement au Canada, peut-être aux États-Unis, à moins de faire des équivalences, je suis pas sûr exactement. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait mon cursus, parce qu'à la base, en France, je me serais pas vu être coach sportif. En tout cas, c'était pas du tout dans mes plans avant de partir et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte de l'importance du coaching, de la vision qu'avaient les coachs là-bas aussi, de la vision du fitness d'une manière générale dans les pays anglo-saxons, qui est relativement différente de celle en France, même si maintenant c'est vachement développé et je suis content. Mais c'est vrai que quand, il y a quelques années, le fitness en France était assez caricaturé et Ouais. je sais pas, j'avais pas une très bonne image, très honnêtement, étant donné que moi j'ai jamais été un grand sportif non plus, à la base. Je le suis devenu, par la force des choses, mais à la base je l'étais pas et donc voilà, ce voyage en Australie a tout changé. C'est pour ça que je suis aussi derrière le micro aujourd'hui avec toi, c'est grâce à ça. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à aller dans le monde du sport, dans le monde du coaching? Parce que c'est pas vraiment lié à tout ce qui est, commercial, tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché Ouais. cette passion peut-être? Je sais pas. Alors,
Moi, j'étais commercial dans la volaille, en France, c'était pas une passion non plus. Je l'ai fait parce qu'il fallait bien gagner de l'argent et parce que, bah, c'est tu sais, comme beaucoup de jeunes, tu passes de filière en filière, tu vas dans ce qui te déplaît le moins et au final, tu as jamais vraiment de passion. Tu sais, quand on te demande à 18 ans: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Tu en sais rien. Moi, j'en savais Ouais. rien, donc je suis allé là où on m'a foutu, en fait, si tu veux. Donc je me suis retrouvé à faire ça. C'était OK, mais ça m'a pas, passionné plus que ça et c'est pour ça que j'ai pris une année sabbatique à la base. C'était vraiment pour découvrir le monde et ouais, j'ai un gros attrait pour le voyage, hein, tu on pourra en discuter après, mais vraiment je suis tout le temps à l'étranger, c'est vraiment mon truc et puis ça m'aide dans ma créativité. Mais en gros, en gros, avant que je parte en Australie, je faisais déjà du crossfit. Ça a été un premier élément déclencheur pour moi sur la passion du sport où j'ai appris à «soulever lourd» entre guillemets, des nouveaux mouvements. J'étais dans un groupe, tu avais un coach, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment, sympa et c'est pas la même vision que j'avais de la salle de sport parce que j'étais en même temps inscrit à Keep Cool à l'époque, dans une salle où c'était pas une très bonne expérience, je savais pas quoi faire, il y avait pas de coach, c'était pas ouf. Donc j'avais pas une très bonne idée, très bonne image de ça. Mais j'avais compris l'importance de faire du renforcement parce que j'avais pas trop confiance en moi. Je faisais beaucoup de running, je faisais aussi du tennis de table aussi à un moment. Mais tu vois, j'avais pas le physique, j'avais pas un physique très athlétique et en fait, mon physique s'est développé au fur et à mesure et j'ai commencé à me dire: «Putain, mais» à 28 ans, un truc comme ça et je me suis dit: «Putain, mais ça change beaucoup de choses en confiance en soi, en regard, par rapport aux autres». Enfin, il y a plein de trucs intéressants et bref et quand je suis arrivé en Australie, bah, j'ai continué à m'entraîner et je vivais à l'époque soit dans des auberges de jeunesse, soit en coloc avec d'autres gens et il s'est avéré que, bah, souvent c'était des gens qui étaient moyennement sportifs et je les emmenais souvent avec moi, s'entraîner et au poids du corps, à l'extérieur, tout ça, parce qu'il y avait le covid aussi et j'ai pris goût en fait à entraîner les autres, à coacher les autres, à leur montrer un petit peu, comment je m'entraînais et j'ai entraîné plein de potes comme ça, de toutes nationalités pendant plusieurs mois et c'est ça qui m'a donné le goût en fait. Je me suis dit: «Bah, si j'arrive à le faire avec des gens en parlant en anglais», alors que j'étais pas très, très fort en anglais à la base, mais avec des japonais, avec des, je sais pas, des mexicains, on allait s'entraîner ensemble, tout ça. Bah, je me suis dit que, ça pourrait être aussi l'occasion, peut-être une vocation, j'en sais rien, de tester et je me suis dit: «De toute façon, si je fais ces études de personal trainer, j'aurai rien à perdre parce que ça va m'aider». À la base, c'est un peu comme tout le monde, on se disait, dans ma classe à l'époque, hem, ça va m'aider dans tous les cas à comprendre certaines choses pour moi-même. Je me suis dit: «C'est un bon investissement, même si je ne deviens pas coach après, ce sera un bon investissement» parce que je m'entraîne aussi par moi-même et je me suis dit: «Bah, j'apprendrai des choses». Tu vois? Je préfère faire ça, investir là-dedans. J'ai vu ça vraiment comme un investissement et ensuite, je me suis rendu compte très rapidement qu'en ligne, ça marchait aussi et vu que moi, j'ai jamais voulu coacher en présentiel, en tout cas, j'ai voulu avoir un métier qui me permette d'être libre géographiquement, le coaching en ligne s'est avéré être une bonne occasion et donc j'ai développé, si tu veux, en parallèle, et quand j'étais en cours, à l'époque, c'était à Melbourne, donc je faisais mes cours du lundi au mercredi, je crois bien et le reste du temps, bah, je commençais à créer du contenu sur Instagram, à commencer potentiellement à aider les gens à se transformer. Alors c'est venu un petit peu après, mais à faire des programmes et cetera. Donc tout ça s'est lancé assez rapidement en 2021 et en 6 mois, j'avais, fini enfin j'ai pas fini ma formation, mais en gros, quand je faisais ma formation, en même temps, je développais mes réseaux sociaux, si tu veux, en anticipé. Donc voilà comment c'est arrivé un petit peu tout ça. Et ouais, donc ouais, c'est venu vraiment progressivement Ouais, et en parallèle de ça, tu as aussi, du coup, développé un podcast? ouais. Le podcast, il est arrivé un an après que que je me sois lancé dans cette carrière, on va dire. J'ai lancé en janvier 2022 OK. et comme toi, du coup, j'ai un podcast, parce que c'est un format que j'aime bien. Et ça me permet, au niveau business, ça m'aide quand même, on va pas se mentir, un podcast, les formats longs, quoi qu'on en dise, ça aide. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon coaching, qui sont venus du podcast, en tout cas qui me suivaient sur Instagram, qui ont écouté le podcast et du coup qui ont décidé de passer à l'action avec moi en coaching. OK, ouais. Ouais. Ouais, du coup, tu parles de quoi dans ton podcast? Tu fais des épisodes variés ou tu as une thématique, en particulier? C'est le podcast, il s'appelle «Envie de changement» et c'est justement pour les gens qui ont envie de changement. C'est pas je suis pas allé chercher bien loin. Mais en gros en gros, c'est quoi? C'est au début, je recevais beaucoup de questions parce que j'étais en Australie, les gens étaient en France, il y avait le covid et je recevais beaucoup de questions de: «Ouais, comment tu as fait pour y aller? Comment ça se passe là-bas? Comment on fait pour devenir coach là-bas?» Vraiment, j'avais beaucoup de coachs qui à l'époque me demandaient comment on faisait pour être coach en Australie. OK. Et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais répondre lors d'un podcast» et les 5 premiers épisodes de mon podcast, c'est comment j'en suis arrivé là, les étapes, l'Australie, comment c'est, mon école en Australie, machin, machin et au fur et à mesure, bah, une fois que j'ai planté un peu le décor de qui j'étais, ce que j'avais fait, j'ai commencé à faire des épisodes sur, bah, la programmation sportive, sur l'alimentation et j'ai fait ça depuis, bah, là, ça va faire la deuxième année. J'en ai à 88 épisodes donc tu vois, j'ai quand même été bien régulier
et c'est un format qui me plaît beaucoup. Je parle un peu de tout, tu vois? Là, j'essaie de me renouveler là en 2024, je vais essayer de me renouveler avec un nouveau format. Je fais des interviews des fois avec des collègues coachs, avec des kinés, avec des naturopathes, diététiciens. J'essaie d'inviter un peu tout le monde pour, avoir différentes OK. visions et puis des fois je fais des interviews avec des élèves au coaching. Enfin voilà, j'essaie de rendre la chose interactive aussi. Ouais, bah, c'est bien, bah, j'espère que les auditeurs, ils pourront aller faire un petit tour. Je mettrai tes liens dans la description parce que je pense que c'est bien aussi d'aller Ouais. voir, différentes personnes, différents podcasts. Il y a toujours, je pense, des informations pertinentes, à prendre. Donc du coup, là, tu as eu tout ton parcours. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu as entrepris, tu es un «entrepreneur» entre guillemets? Oui. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des défis dans tout ce processus? Ouais, bah, comme beaucoup, hein, beaucoup de difficultés, surtout en ligne, surtout quand, je suis parti de la France, j'étais pas coach. Je reviens en France, je suis coach, donc les gens dans mon entourage déjà, ils comprenaient pas trop. J'étais pas très crédible, hein, au démarrage, tu sais? Moi, je pars vraiment d'une clientèle zéro, surtout sur le coaching en ligne. Il y a peu de monde en réalité qui arrive déjà à vivre du coaching en ligne à 100. Quand on regarde les Mmh. statistiques, il y en a pas beaucoup et surtout que la plupart au démarrage, c'est du coaching hybride. Ils prennent leurs élèves qu'ils ont en salle de sport, ensuite ils les foutent en ligne. Pour moi, ça n'a pas été du tout le cas. Donc j'ai dû vraiment partir de zéro. Donc c'est pour ça que je me suis concentré beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai construit toute une audience via Instagram, ce qui me permet aujourd'hui d'en vivre, bien, tu vois? De me permettre de vivre, de ma passion et tout ça. Mais ouais, ça a été galère. La première année, honnêtement, je me suis pas sorti un salaire énorme, mais c'était logique, tu vois? Je connais personne dans le coaching en ligne qui, dès le début, cartonne. C'est assez difficile, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. C'est un long process, mais étant donné que je me suis fait accompagner par les bonnes personnes, je pense, au démarrage, hem, même si j'ai eu beaucoup de remises en question: «Est-ce que je fais bien, pas bien?» Bah, j'ai été aidé, un par mes cours sur comment devenir un bon coach, de manière générale, et via une formation en ligne sur comment être un bon coach en ligne, parce que selon moi, c'est quand même 2 choses vraiment différentes. Ouais. Heu, Tu vois, on est plus vraiment là, en ce moment, mes journées, c'est plus du business et de l'entrepreneuriat que du coaching à proprement parler, on va pas se mentir, ou de la création de contenu aussi. Mais, on est plus sur, je passe, 10 heures par jour à faire des programmes, on est plus sur, comment je vais avoir des stratégies d'acquisition, comment je vais, rentabiliser certains, projets, tu vois? On est plus dans cette optique-là, la stratégie, plus que dans l'opérationnel aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai recruté aussi du monde dans mon équipe pour, pouvoir me libérer du temps. Donc j'ai un coach aussi qui m'aide aujourd'hui à aider mes élèves sur le suivi, mais moi je me concentre sur d'autres tâches aussi, quoi. Et dans tes suivis, du coup, tu fais, que de la perte de poids ou tu fais aussi des programmes sportifs pour, dans le but d'améliorer des performances ou ce genre de choses? Alors moi, dans la stratégie que j'ai apprise au niveau business, c'est que c'était mieux de se nicher. C'est que si tu commences à faire un peu pour tout le monde, bah, finalement tu vas parler à un peu personne, sauf si tu es vraiment, très connu ou un influenceur et cetera. Mais si tu es coach et débutant, généralement, vaut mieux te spécialiser. Tu vois, j'ai vu la dernière fois dans un épisode de podcast, tu avais des gens, c'était sur la gym, enfin, ouais, des préparateurs physiques sur tel ou tel sujet. Moi, je me suis dit: «Je me concentre uniquement sur la perte de poids pour les débutants de 30 à 50 ans qui sont des hommes». Tu vois, pour avoir les mêmes profils, pour vraiment être, «spécialiste» entre guillemets de leurs problématiques. Parce qu'en ligne, l'idée c'est quoi? C'est de connaître parfaitement ton avatar, les gens que tu vas aider et pour ça, tu vois, je suis vraiment, assez bon entre guillemets, j'ai appris à être bon sur ça. Parce que si tu me parles de prise de masse, si tu me parles d'athlètes de haut niveau, si tu me parles de, mecs qui ont plus de 5 ou 10 ans d'expérience, bah, je serais pas capable de les aider, tu vois? Donc je me suis dit: OK. «Je vais me concentrer sur la niche des gens que j'aime aider et que je suis capable d'aider correctement» aussi. Ouais, mais je trouve que c'est bien parce que on peut paraître un peu pour, je sais pas comment on peut appeler ça, mais si on dit qu'on peut tout faire, finalement, je pense au bout d'un moment, tu pas très crédible et c'est même un peu malhonnête d'un certain côté parce que tu vas proposer des choses qui sont pas forcément, pertinentes, quoi. Donc je pense, ouais, être spécialiste, en plus, c'est plus crédible pour tes clients et ils savent vraiment dans quoi tu es spécialisé, quoi. Donc ouais, je pense Bah, que il c'est y une a bonne ça stratégie. il y a ça, ouais et puis si tu veux créer une communauté, le truc c'est qu'en ligne, créer une communauté, c'est important. Le problème, c'est que si tu crées une communauté, je sais pas, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp où tu fais des lives, que tu as Janine, 70 ans qui veut perdre du poids et que tu as Nicolas 20 piges qui veut prendre 10 kilos de muscles. Les mecs qui sont dans le groupe, ils vont jamais interagir, même toi, tu sauras même pas enfin, tu vois? Les profils vont être trop différents et c'est tu peux pas créer une communauté en ayant des profils trop différents. Déjà moi, au démarrage, je m'étais vraiment spécialisé sur les hommes. Les femmes vraiment, ont pas compris, tu vois? Parce que c'est pas commun, tu vois, de se spécialiser. Alors qu'en vérité, si tu regardes sur Instagram ou les réseaux, quasiment tout le monde a des programmes pour les femmes. Il y a très peu de programmes pour les hommes
Et dès que tu fais un programme un peu spécialisé pour les hommes, tu en as plein qui te tombent dessus. J'ai eu énormément de femmes qui m'ont dit: «Ouais, mais pourquoi tu fais pas pour les femmes? Nin C'était assez compliqué à gérer, du coup, j'avais l'impression un peu de rejeter, des personnes alors que c'était pas le cas. C'était juste que, voilà, j'avais décidé de me spécialiser. Donc là, on a ouvert pour les femmes là en début d'année, enfin, fin d'année 2023, début d'année 2024, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, je pense que c'est important de se spécialiser. Heu, je pense que ça fait la différence si tu veux, «grossir» entre guillemets. Après, ça dépend, si tu fais du coaching en présentiel, je pense que tu es pas obligé et ce sera peut-être mal vu. Mais en ligne, je pense que c'est intéressant. Ouais. Et j'avais une question que je me posais. Tu as été commercial avant. Est-ce que ton premier parcours, il t'a aidé ou est-ce qu'il t'a ouais, est-ce qu'il t'a aidé dans ce que tu as fait par la suite, dans le coaching? Ou alors, pas du tout? Si, ça m'a beaucoup aidé, pas dans le coaching à proprement parler, mais ça m'a aidé à être, un bon entrepreneur, je dirais. Dans le sens où être commercial, enfin moi dans ce que je faisais, je devais donc déjà être autonome, organiser mes semaines, je devais, prendre rendez-vous avec les gens, je devais les voir, les convaincre, je devais préparer ces rendez-vous, faire des débriefs et cetera, travailler en équipe. Et finalement, bah, ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi? C'est j'essaie d'avoir des rendez-vous avec des gens, j'essaie de leur vendre le programme, donc je dois être un bon vendeur aussi. J'essaie de les suivre correctement, d'avoir un beau follow-up et cetera. Donc au final, voilà, c'est partie commerciale, mais si on veut être un bon coach en ligne, il faut être un bon commercial aussi. Parce qu'il y a des coachs, qui sont très forts, ils connaissent toutes les stratégies, toutes les, méthodes d'intensification, ils connaissent tous les muscles par cœur, mais ils savent pas se vendre et du coup, ils gagnent, que dalle. Et quand je vois le nombre de coachs, parce que j'ai déjà eu différentes interactions avec eux, nombre de coachs qui veulent se lancer en ligne pour, être «libres» entre guillemets, alors après c'est pas obligé, je me rends compte qu'il y a quand même un problème de formation sur ça et du coup, même s'ils sont beaucoup enfin très compétents, hein, ça j'en doute pas, dans l'accompagnement, ils savent pas se marketer très souvent et heu et hem du coup, ouais, moi le fait d'avoir été commercial, ça m'a aidé. Surtout, je te dis, le fait de m'être formé après, ça m'a beaucoup aidé aussi donc ouais. J'ai retrouvé des compétences là-dedans et mon travail d'avant où j'étais chez Auchan, où je bossais aussi le matin assez tôt, je faisais de la mise en rayon et j'étais responsable d'un rayon aussi. Bah, ça m'a appris à travailler vite, à être efficace, et tu vois, aujourd'hui, je le vois dans mes journées parce que je pourrais, entre guillemets, parce que je travaille que de la maison, je pourrais, commencer mes journées à 10 heures, procrastiner, rien branler. Il y en a, ils font un peu ça, hein, des fois, c'est un peu compliqué. Pour le coup, moi, dès le matin, je suis au taquet, je vais très vite sur les tâches importantes et ça, je pense que ça vient de mon parcours professionnel, heu, d'avant, qui me permet d'être efficace et de pas perdre trop de temps et d'arriver à m'organiser pas trop mal, même quand je voyage beaucoup. Parce que vu que je voyage beaucoup, j'ai des décalages horaires, des fuseaux horaires différents très souvent. Si j'avais pas cette organisation-là, je pense pas que j'arriverais à avoir un business qui tourne, ça serait un peu compliqué. Donc, ouais, toutes les expériences m'ont aidé en tout cas, je pense. Ouais, putain, ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu as pas suivi de formation, à proprement parler sur le marketing? Tu t'es auto-formé, enfin tu as adopté des stratégies, tout seul? Non, 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 j'ai pas j'ai été accompagné dès le début en fait. Dès le début, j'ai rejoint la formation de Lohan Boucher qui s'appelle aujourd'hui Fitness Hero, je crois. Mais en gros, je me suis fait accompagner par quelqu'un qui, bah, était déjà coach en ligne, qui a accompagné d'autres coachs en ligne et pour moi, un coach en ligne veut être autodidacte, il va forcément faire plein d'erreurs, tu vois? On les voit bien, enfin, c'est très facile, les erreurs de base, on les connaît, et je serais aussi passé par là. J'aurais vendu des e-books à 10 €, j'aurais dévalué mes programmes, je les aurais vendus à 50 balles et j'aurais jamais pu en vivre parce que si tu fais le calcul, en vendant un programme à 50 balles, si tu veux te sortir, 3 000 € par exemple, bah, combien il faut en vendre? Tu te rends compte que c'est la galère tous les mois. Donc voilà, on a trouvé des stratégies et non, je me suis fait aider, et je me fais encore aider par la même personne d'ailleurs à l'heure actuelle. J'ai toujours une formation avec moi, que ce soit sur le coaching, heu, en ligne ou sur, la partie sport, parce que j'ai aussi fait la formation bayésienne et tout ça, pour essayer de toujours apprendre. Je pense que c'est important de se former, comme Mmh, toi d'ailleurs, je crois que tu es en STAPS aujourd'hui, Yoann et c'est ça. même après, je pense que ça sera important que tu te formes tout le temps, tout au long de ta carrière parce que tous les coachs, entre guillemets, continuent à se former parce que tu vois bien la science elle évolue, le business il évolue, tu vois? Une année les tendances c'est de faire, tel ou tel truc, après ça change. Même sur les réseaux sociaux, si jamais c'est aussi une vitrine pour nous, je pense que c'est important de savoir ce qui se passe, tu vois? Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense, continuer à se former, c'est hyper important et ça, je commence même à le comprendre avec les études, je me dis: «Ah, c'est pas parce que tu as une licence ou un master que tu es forcément compétent». Tu auras appris des choses, mais je pense qu'il faut aller fouiller ailleurs, dans des livres, dans de la littérature, même des podcasts, tu vois? Ouais. Donc, toi, tu utilises quelle stratégie justement
pour continuer à te former, pour continuer à apprendre des choses? Bah, au début, j'écoutais beaucoup, beaucoup de podcasts, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, j'étais à fond dedans. Le truc, c'est qu'avec «l'expérience» entre guillemets, ça fait pas non plus 300 ans que je fais ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations, on avait trop. C'est comme les gens, tu sais, quand ils veulent, apprendre à perdre du poids, ils vont sur Instagram, ils voient 4000 méthodes différentes, ils sont perdus. Bah, je pense que c'est un peu pareil sur le sport et aussi sur le coaching en ligne et sur le business. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit un petit peu mon écoute de podcasts et cetera. J'ai des gens que j'écoute, généralement que j'aime bien. C'est pas forcément pour apprendre des choses, c'est plus sur le côté mindset aujourd'hui parce que j'ai les stratégies, tout ça, j'ai quand même bien poncé le truc, donc ça va, j'ai quand même un peu les trucs les méthodes. Mais maintenant, il faut juste mettre en action, tu vois? Souvent, c'est ça le truc, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, mais on met rien en action derrière et derrière, c'est dommage, tu vois? C'est comme si tu apprends, je sais pas, Mmh. une nouvelle méthode, bah, l'idée, c'est de l'essayer avec tes élèves ou sur toi tout de suite et pas la mettre dans un coin de ta tête et donc voilà, j'essaie de faire le tri quand même dans les infos, pas trop en avoir. Donc je regarde quand même des vidéos YouTube et cetera, mais pas avoir 40 000 formations en même temps non plus. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une formation sur le coaching en ligne, c'est suffisant. On a un live de 2 heures toutes les semaines, c'est suffisant. Le reste du temps, je regarde des vidéos et tout ça, mais tranquille, tu vois? Où je lis des bouquins, ça m'est arrivé là, j'en lis moins, mais j'en ai lu beaucoup. Mais le truc, c'est pareil, c'est quand tu as trop d'infos, je trouve que ça s'embrouille rapidement et vu qu'on n'est pas des machines et bien, non, je me dis: «Chaque chose en son temps». Passe à l'action avant de simplement, consommer du contenu à fond, quoi, tu vois? Ouais, puis je pense, le contenu, on n'a jamais fini d'en consommer, que ce soit les podcasts, ce genre de choses, c'est infini donc ouais, passer à l'action, c'est probablement la clé. Mmh. Tu des podcasts à conseiller dans ce que tu écoutes? Ouais, moi j'écoute, bah, rien de très original, hein, mais c'est plus sur, bah, le côté mindset. Moi, j'écoute beaucoup le podcast de Eric Flag, c'est une personnalité que j'aime bien et puis il a le même âge que moi et un parcours inspirant, tu vois? Il a monté sa boîte et cetera. Il est pas Ouais. coach en tant que tel, hein, mais sur le côté sport et le côté, créateur de contenu, je trouve ça intéressant. Après j'écoute aussi Alex Viseo qui était un influenceur fitness et qui est fitness, un influenceur voyage qui est devenu, entrepreneur et qui aidait les gens un petit peu à se développer sur le business. C'est intéressant parce que c'est un voyageur aussi comme moi et il a sa boîte et je trouvais ça intéressant. C'est pas forcément du sport, mais voilà et sinon niveau sport, j'écoutais aussi à l'époque, alors un peu moins maintenant, mais c'était comment il s'appelait? Fitness Smith, un truc comme ça, qui était un des premiers à avoir fait un podcast et YouTube et tout ça. Il faisait des analyses, d'articles sur la fitness sur du fitness et cetera. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, après j'écoute de temps en temps des podcasts un peu plus, poussés sur le sport, la préparation mentale, physique, tout ça, mais soyons francs, c'est pas ma passion première. Donc voilà, je reste dans les basiques. Comme je dis, j'ai aussi la formation bayésienne que j'ai même pas encore finie, donc je le fais à mon rythme parce que je le fais pas forcément pour le diplôme, mais ça me demande aussi du temps, vu que c'est une formation que tu dois peut-être connaître, mais qui est très longue. Il y a 40 000 contenus. Donc voilà, j'ai ça, puis sinon des podcasts, de temps en temps. Mais voilà, j'aime bien. Quand je vais marcher, tout ça, je trouve ça cool. Et tu le podcast, alors celui-là, il est plus sur, l'entrepreneuriat, tout ça. Bon, c'est un des, je pense, des plus connus, c'est Sans permission Ouais, de Sans permission, Yomi Denzel et tout là. Tu ouais. l'écoutes celui-là de temps en temps ou pas? J'ai commencé, alors c'est particulier, mais Ouais. j'aime bien certains trucs on aime moins. Je sais que c'est un peu controversé ce podcast-là, mais s'il y a tant d'écoute que ça et si tu vois, si tu m'en parles, c'est que globalement, il y a quand même des choses intéressantes. Donc oui, j'écoute parce que c'est des entrepreneurs avancés et on a Ouais. toujours à apprendre, je pense, des gens avancés, mais on n'est pas obligé de tout prendre non plus. Donc ouais, j'écoute, je trouve ça rigolo des fois, c'est un peu long, mais je trouve ça marrant. Donc ouais. Ouais, ouais, bah, de toute façon, je pense dans les podcasts en général, on prend pas tout, on prend ce qui nous intéresse, quoi. Ouais. Ouais, puis ils avaient des bons invités. J'avais vu que l'autre fois, ils avaient Bazinga notamment. Bah, Bazinga, c'est un gars que je suis aussi depuis longtemps, que tu dois Mmh. connaître certainement et Ouais. et que j'aime bien aussi. J'écoute ses podcasts. Enfin, tu vois, j'ai été un peu bercé par YouTube, hein, clairement, quand tu vois mes aspirations, c'est clairement ça et je continue à les suivre, des gens simples, tu vois, qui se prennent pas la tête. Je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Avant de passer un peu plus sur, le côté, on va dire perte de poids, tout ça, j'ai une dernière question un peu sur, du coup, l'entrepreneuriat, le marketing. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les gens, qui veulent se lancer dans un business ou dans un coaching en ligne, conseils ou erreurs à éviter? Ouais, bah, ça va rejoindre les 2 conseils et erreurs à éviter. Je pense que la première chose, c'est de se faire accompagner. Mais vraiment, hein. Pour moi, c'est la règle numéro 1, parce que je vois encore beaucoup trop de coachs qui ont peur d'investir sur eux, parce que c'est trop cher, parce que X raisons
et qui finalement n'avancent, jamais. Moi, il y a plein de mecs, je leur parle 2 ans après, ils sont rendus au même point et ils se lancent en ligne et ensuite ils se retrouvent à recommencer en salle de sport alors qu'ils ne voulaient pas forcément y rester, mais parce que ça fait une sécurité et qu'ils ont pas réussi à trouver des premiers clients et cetera. Donc je pense se faire aider, c'est la base. Ensuite se nicher potentiellement et un peu devenir le spécialiste ou l'expert, de sa niche, peu importe, hein, c'est trouver un avatar ou une personne, type, on va dire, qu'on aime aider. Moi, c'était les hommes un peu comme moi, 30-50 ans, qui étaient pas extrêmement forts en sport, bah, c'était un peu mon truc, on va dire et donc voilà et puis après, c'est pas forcément business, mais sur la création de contenu, je pense que c'est important aussi de s'y mettre très rapidement. Aujourd'hui, à l'heure enfin, à l'heure des réseaux sociaux, il y a pas trop le choix. Je pense que si on veut se faire connaître, être reconnu comme un expert de son domaine, il faut potentiellement aller sur les réseaux sociaux. Faut pas lâcher parce que c'est assez long, on n'a pas trop parlé, mais c'est très long d'augmenter une audience, surtout en ce moment, mais c'est possible. Je pense qu'à n'importe quel moment, c'est possible. Faut pas se dire que c'est trop tard, mais il faut rien lâcher et ça se fait pas en 2-3 mois comme certains pensent encore. Moi, ça va faire 3 ans que je suis sur les réseaux. J'ai fait 1 100 posts, un truc comme ça et voilà, il y a pas d'autre secret que d'être régulier donc voilà. Plus c'est ces petits conseils-là de base, mais voilà, se faire accompagner, être spécialiste et créer du contenu. Je pense qu'en faisant ça régulièrement, il y a moyen de réussir, bien réussir. Ouais, mais c'est vrai que tout passe, par les réseaux sociaux maintenant et c'est marrant, je crois le tout premier podcast que j'ai fait, sur mon podcast avec Olivier Bollier, que tu connais peut-être. C'est un préparateur physique, OK, oui, oui, qui bien sûr. qui, il a c'est un des premiers, tu vois? Il a un, je vais pas dire âgé, il a plus d'expérience et Mmh. ouais, lui, il a dit aussi, maintenant il y a tout qui passe par les réseaux sociaux donc c'est par là qu'il faut passer. Si on veut se faire connaître, tu peux être très compétent. Si, entre guillemets, tu t'affiches pas, sans que ce soit péjoratif, Ouais, c'est plus compliqué, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Si personne sait que tu existes, personne ne Ouais, va venir vers toi. Même si tu penses que tu es le meilleur, c'est pas les meilleurs qui gagnent le plus d'argent. On n'est pas là pour faire le plus d'argent possible, mais essayer de vivre de sa passion, c'est quand même mieux que d'être en galère, je pense et si on veut être reconnu à sa juste valeur, bah, faut savoir se vendre et souvent les gens, oublient un peu cette partie-là de marketing et c'est dommage parce que bon, même si au début on n'est pas fait pour ça, hein, moi à la base, j'étais pas forcément fait pour ça, mais j'étais commercial avant. Je crois pas avoir la fibre commerciale de ouf non plus. J'ai appris à le devenir, mais ouais, je pense que c'est primordial et il faut s'y mettre à un moment, quoi. OK. Écoute, on va passer un peu sur un deuxième sujet. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ta vision, de ton approche dans la perte de poids? Comment tu fonctionnes? Ouais. On entend un peu plein de choses, tu vois? Mmh. Il y a des régimes, il y a des trucs, magiques pour certains gourous. Comment tu fonctionnes toi? Ouais. Bah, justement, tu as utilisé le terme gourou. Moi, je dirais que je suis un anti-gourou. En vrai, j'ai pas de méthode spécialement. Moi, je suis très pragmatique dans mon approche. C'est: «Voilà comment tu manges aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer, en fait, c'est un rééquilibrage alimentaire, hein, concrètement. J'ai pas de méthode spécifique. Moi, je suis entre guillemets «connu» enfin connu. Les gens me reconnaissent sur les réseaux quand ils viennent me parler tout ça pour, être un gars qui, n'a pas de restrictions avec ses élèves. Il y en a évidemment, mais un cadre. Mais globalement, j'ai pas d'aliments interdits, on fait pas des monodiètes de trucs, on fait pas tu vois? Moi, je reste simple, c'est des gens simples que j'ai, c'est des gens normaux qui n'ont pas besoin d'arrêter tel ou tel type d'aliment, qui n'ont pas besoin de faire un régime, spécial. Parce qu'on se rend compte que si tu crées un déficit calorique, pour 95 des gens, si tu contrôles un peu leur alimentation, que tu les fais, se dépenser un peu plus, bah, ils auront des résultats. Sachant que moi, c'est pas des gens qui veulent avoir un six pack, c'est juste des gens qui sont en surpoids, qui ont besoin de retrouver une relation saine avec leur alimentation et donc pour avoir une relation saine, selon moi, il faut voir les aliments comme ils sont, mais surtout se faire plaisir. Donc moi, je passe vraiment par là, par cette phase d'éducation. Moi, quand je fais un accompagnement, donc déjà, c'est un vrai accompagnement, c'est pas un programme où je prends 400 000 personnes. On limite le nombre de places à chaque fois pour avoir un vrai échange avec eux, pour voir où ils en sont, voir ce qu'on peut mettre en place et chaque semaine, moi, j'ai des rendez-vous avec mes élèves où je leur fais des vidéos, enfin bref, on est en contact régulièrement pour améliorer leurs habitudes alimentaires, mais ça se fait petit à petit, tu vois? J'essaie vraiment de «les éduquer» entre guillemets, hein, par rapport à ça et hem et donc voilà, ouais, ça passe vraiment par un contrôle moi, je passe par le contrôle des calories concrètement. Il y en a qui aiment pas, moi, je pense que c'est primordial de savoir où ils en sont au niveau calorique, donc ils utilisent MyFitnessPal et moi, j'ai un œil sur ça, donc je leur fais des retours régulièrement, je suis à leur écoute. Mais l'idée, c'est qu'ils se fassent plaisir, en fait, c'est qu'ils aient
juste un objectif de calories dans la semaine, une moyenne. Après, je leur explique les stratégies, notamment s'ils veulent sortir au resto, et cetera. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, ils aient leur total calorique moyen, leur objectif de protéines, parce qu'ils font du sport à côté, donc je veux pas non plus qu'ils «gâchent leurs efforts» entre guillemets et pas qu'ils prennent pas de muscle. Mais en gros, voilà, qu'ils aient un apport protéique suffisant, suffisamment de lipides évidemment, et puis derrière, voilà, qu'ils remplissent un petit peu les aliments comme ils le veulent. Évidemment, quand il y a des aliments trop transformés et cetera, je les mets en garde, je leur explique pourquoi ça, c'est peut-être pas optimal, mais je leur interdis pas. Je essaie de les éduquer, de leur faire comprendre que ça va peut-être prendre plus de place dans leur total calorique pour un aliment peut-être plus, en fait, par exemple, s pour l'alcool, c'est clairement ce que je leur dis, c'est: «OK, tu peux boire de l'alcool, mais ça va te prendre de la place pour autre chose, et derrière, si tu as faim, bah, ça sera concrètement une grande partie de tes calories qui ont été prises par l'alcool, et que c'est peut-être pas optimal, que si tu prenais un truc, que tu étais un peu plus, comment dire? Dans le contrôle, bah, potentiellement, tu arriveras à avoir de meilleurs résultats». Mais voilà, on parle de gens qui font des festivals, on parle de gens qui sortent régulièrement, on parle de gens qui sont des bons vivants. Donc voilà, on arrive à avoir des bons résultats. Moi, je les accompagne sur 90 jours. En moyenne, on est entre, 6 et parfois 14 kilogrammes, 12 à 14 kilogrammes en 90 jours. Ça dépend d'où ils partent, ça dépend ce qu'on met en place. Donc ça reste cohérent. On n'est pas dans des diètes, je te disais, restrictives, parce que ce que je veux pas, c'est qu'au bout de 3 mois, 6 mois ou 9 mois, ça dépend combien de temps il reste, ils reprennent tout le poids perdu. Parce qu'en réalité, s'ils nous ont fait appel à moi, c'est que c'est ce qui est arrivé certainement avant. C'est qu'ils ont encore fait un régime à la mode et qu'ils sont encore plantés parce que ça leur correspondait pas, ça correspondait pas à leur style de vie, et donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est de trouver un régime alimentaire qui leur correspond. Donc moi, mes élèves n'ont pas tous le même régime alimentaire, mais voilà, en tout cas, j'essaie de m'adapter au maximum à eux, si tu veux, sur ça. OK. Et est-ce que ta vision, elle évolue au fur et à mesure de ton parcours en tant que coach? Ou alors tu restes sur des mêmes bases qui fonctionnent déjà? Bah, je pense que ça évolue. Je pense que ça évolue, ma vision évolue, tu vois, je me forme aussi, je prends du recul, j'ai suffisamment d'expérience avec les clients que j'ai aujourd'hui, donc j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça. Mmh. Mais voilà, je reste sur des quand même des basiques, comme je te disais, voilà. Je reste sur des basiques, la méthode, elle a porté ses fruits, en tout cas avec mes élèves. Ça marche pas à 100 avec tout le monde évidemment, mais globalement, on a de bons résultats, et je vois pas pourquoi je changerais quelque chose qui fonctionne sur le moyen long terme, sur tout ça, donc ouais, on reste sur la base, mais je me forme aussi, j'essaie voilà, de leur apporter chaque mois des nouvelles informations. Ma méthode peut évoluer un petit peu, mais je sais pas, j'aurais du mal à me dire, tu vois, genre du jour au lendemain, bah, les gars, on passe en régime paléo, ou les gars, on passe en régime céto et tout ça. Ce serait pas cohérent. Les gens, ils même avec ce que je dis au quotidien sur les réseaux, ils comprendraient pas. Ils me dire: «Mais non, tu as fumé». Donc on reste sur du basique, même si, tu vois, s'il y a des gens, ils veulent faire le jeûne intermittent ou quoi, je m'adapte à eux, mais je leur impose jamais un truc particulier, même si c'est peut-être plus efficace pour eux, j'en sais rien. Mais voilà, non, en général, ça reste sur la même base et ça évolue petit à petit. Ouais, ouais, tu restes, sur ta vision, quoi. Parce que c'est vrai que les régimes, je comptais aussi te po te je comptais t'en parler aussi. On voit beaucoup de régimes à la mode, comme tu as dit, cétogène, paléo, tout ça. Ouais. Tu penses quoi, toi? Tu penses que c'est et bah, alors moi, je pense que c'est efficace sur du court terme, mais c'est comme tous les régimes, sur du court terme, c'est efficace. Tu vas perdre du poids si tu as un déficit, calorique, mais sur du long terme, en général, on le tient pas et on reprend ce qu'on a perdu, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et je te dis, les gens qui viennent, qui font appel à moi, c'est des gens qui ont déjà essayé tous ces régimes. Donc si j'arrive et que je leur dis: «Bah, on refait la même chose que tu as déjà fait», ce serait un peu idiot. C'est sûr que marketingment parlant, j'ai déjà discuté de ça pardon, avec des diététiciens, des mecs qui sont un peu anti-régime et tout ça. Pas anti-régime, mais enfin voilà, et en fait, on se rend compte que c'est du gros, gros marketing. C'est qu'en fait, les gens, ils font quoi? C'est comme avec les régimes, alors désolé pour ceux qui font les régimes IGBA et cetera. Globalement, ils essaient de vous créer un problème en vous disant: «Si tu ne perds pas de poids, ça vient de ça. Regarde, j'ai la solution, j'ai ces recettes IGBA, j'ai ces recettes, détox, sucre, ce que tu veux, et c'est moi qui vais t'apporter la solution. Paye-moi» entre guillemets, «et voici cette solution». Moi, j'aime pas trop cette façon de faire. Je pense que c'est un peu hypocrite, pour la plupart. Et tu sais, c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça marche pour tout le monde. Moi, je vois ça comme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des carrières, genre, «Ouais, j'ai arrêté le sucre, regarde, ça marche super bien, fais comme moi et je te vends un programme». Bah non, en fait, parce que la personne en face, elle est différente, et donc c'est pas parce que ça marche sur toi que ça marche sur les autres. Donc moi, je vois ça comme ça. Après, chacun est libre de tester un régime particulier. Personnellement, je le fais pas avec mes élèves, j'en ai
moi-même pas eu l'utilité. J'arrive à avoir un corps athlétique à l'année et pourtant je mange à l'extérieur régulièrement, je voyage énormément. J'ai pas trop d'habitude, tu vois, alimentaire. Enfin, j'en ai quand je peux, mais voilà, j'essaie d'adapter et pour autant, j'ai trouvé un bon fonctionnement et avec mes élèves, c'est un peu le même. Donc moi, je pense que les régimes, genre spécifiques comme on a parlé, alors ça dépend, tu sais, il y a aussi souvent des problèmes en fonction des gens. Alors je suis pas non plus diététicien. Il y a des gens, ils vont dire: «Oui, mais parce que non, ils tolèrent moins les glucides, donc du coup, régime cétogène, OK, pourquoi pas». Pareil sur le gluten, enfin, je vais pas tout mélanger, mais je dirais que c'est vraiment du cas par cas, tu vois? Il y a des gens, effectivement, ils ont peut-être besoin ils réagissent différemment par rapport à tel ou tel type d'aliment, effectivement. On n'est pas obligé de lui donner un nom, tu sais? Les gens, ils veulent toujours donner un nom à un régime. C'est comme le jeûne intermittent, c'est juste, pour la plupart, ils bouffent pas le petit déj, tu vois? Tu es obligé de donner un nom et de faire une tendance Ouais. sur ça. Donc tu vois, moi, je suis un peu comme ça, j'aime bien simplifier les choses. Au niveau marketing, comme je te disais, c'est mieux de donner un nom d'une méthode et moi, j'ai la méthode miraculeuse parce que je t'ai mis ça, ça, ça en place. Mais en étant un peu, je sais pas, en prenant du recul, je trouve ça pas ouf. Donc ouais, non, je suis pas fan. Je dis pas que ça marche pas pour ceux qui le font. Je parle encore pour des gens, je te dis, qui ont entre 30 et 50 ans, qui ont une vie de famille, tu vois? Je parle pas d'athlètes et cetera, parce que pour des athlètes, des mecs pour qui c'est un vrai objectif, certainement qu'il y a des régimes, peut-être le régime paléo, il sera plus adapté parce que, moins d'aliments transformés et cetera. J'imagine que c'est mieux pour la santé. Mais pour les gens «classiques» entre guillemets, qui sont un peu sédentaires, voilà, je suis pas sûr que c'est adapté. C'est pour ça qu'on fait pas trop ça. Ouais, ouais, mais ouais, je suis d'accord, mais c'est comme, mais après je pense que le fait de, comment dire? D'avoir, bah, la vision que tu as, où tu es vraiment sur un rééquilibrage alimentaire, tout ça, les gens, s'ils voient les résultats et notamment sur du long terme, ils peuvent après, recommander des services et peut-être pour du bouche à oreille. Alors que si, ils payent un truc, ça marche et après ça marche plus, bah, ils vont pas forcément recommander. Ils auront payé, ils auront fait l'erreur, mais ils vont pas, ils vont pas recommander ce service, quoi. Ouais, puis ton business sur le moyen long terme, il risque de s'effondrer. Ce qui est un peu le cas à mon avis de certains qui tentent des méthodes, des approches, tu vois? Mais bon, après voilà, il en faut pour tout le monde, tu sais? Je viens de te dire, il y a de tout, hein, sur Instagram ou sur les réseaux ou même en présentiel, hein. Tout le monde a sa méthode. Je dirais, il y a aucun coach qui même au niveau, sportif, qui coach exactement de la même manière. On a tous notre expérience, nos connaissances. Mais il y a quand même des basiques et ceux qui remettent en cause les basiques, j'avoue que j'ai un peu du mal des fois ou qui nous sortent des trucs sortis de leur chapeau parce qu'ils ont entendu une étude scientifique d'un Américain alors que l'étude en vrai elle a été faite sur des rats ou l'étude, elle est pas contrôlée comme il fallait, tu vois? Il y a plein de gens, notamment alors sur les IGBA, j'ai fait des podcasts aussi avec des spécialistes sur le domaine et c'est vrai qu'on a un peu démonté le truc. Bon, voilà, mais bon, c'est pour ça que c'est important, même dans Bayesian, ils nous apprennent à lire une étude scientifique, à prendre du recul et tout ça par rapport à ça. Je pense que c'est important, parce Mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir une méthode en ayant une étude scientifique et des études scientifiques, il y en a tous les jours. Ça dépend qui l'a payé, qui l'a commandé, comment elle a été faite et tu peux pas tirer des conclusions d'une étude, tu vois? Il y en a pourtant qui arrivent à le faire. Donc c'est qu'ils sont un peu, mal intentionnés ou alors, je sais pas, mais c'est un peu bizarre des fois. Ouais, ouais, mais je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu joues un peu sur la motivation, à bah, c'est pas un régime strict que tu fais, mais est-ce que tu as des problèmes motivationnels avec tes clients et si oui, comment tu les gères? Ouais. Alors oui, il y a des problèmes motivationnels. Je pense que c'est pour tout le monde, tous les coachs pareil, que ce soit en présentiel ou en salle Mmh. ou en ligne. Je pense que ouais, il y a pas le choix. En ce moment particulièrement, on enregistre, au mois de décembre. Oui, il y a des problèmes de motivation, j'en ai qui me répondent plus, ça arrive. Tu vois, faut être logique, sinon ça serait trop bien, mais il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Je pense qu'au mois de mars, avril, mai, les gens sont plus motivés, ils vont s'auto-motiver tout seuls, c'est plus facile. Ouais. Mais en tout cas, moi, pour les tenir motivés, je sais que je les challenge beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec eux, je pense que c'est important. Moi, j'ai autant, voire plus d'échanges en ligne que si j'étais en présentiel. En présentiel, je les verrai peut-être une fois par semaine. Là, potentiellement, j'échange avec eux quasiment tous les 2 3 jours. Ce matin, là, j'ai fait, une vidéo pour tous mes élèves, justement, pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, faire un débrief de leur année et cetera. Donc je prends le temps de bien les suivre, tu vois? Même si on est en ligne, je trouve ça vachement important et c'est pour ça d'ailleurs que mes élèves renouvellent souvent le programme et restent, assez longtemps. Il y a un bon taux de renouvellement parce qu'ils voient que, bah, ils ont des résultats. Je pense qu'au niveau de motivation, il y a rien de plus fort que les résultats. Il faut C'est vrai. effectivement aller enfin, faire en sorte qu'il y ait des résultats dès les premières semaines, c'est primordial parce que c'est vrai qu'avoir une vision un peu long terme, c'est bien. Mais il faut que les gars ou les filles, ils aient, sur le premier mois, ils aient perdu 3 4 kilos parce que sinon, ils commencent à remettre en question la méthode très souvent et là, ça devient un peu galère. Donc bon, avoir des résultats rapides, avoir un bon échange avec les gens, c'est important, être à leur écoute, savoir être,
heu, à l'écoute et leur expliquer les choses, comme elles doivent être, hein. Des fois, il faut pas hésiter à leur remonter un peu les bretelles, mais voilà, dans l'écoute, je pense que c'est important et moi, d'une manière générale, ça se passe bien. C'est aussi dans la sélection des élèves, tu vois, des clients. Je pense que c'est important de ne pas prendre tout le monde. Là, on a eu une erreur de casting avec, une personne dans mon programme là, actuellement, que c'est mon coach qui s'en occupe. On a eu une erreur de casting, ça arrive, c'est tout le temps, c'est le cas, des fois ça arrive. Mais, l'idée c'est ça, c'est de faire une bonne sélection, de ne pas prendre tout le monde, parce que je sais quand on se lance en ligne ou même en présentiel, on veut un peu aider toute la terre entière, mais on se rend compte qu'il y a des cas problématiques. Il y a des cas, des gens, on ne pourra pas les aider ou alors ils vont demander trop d'efforts et quand on nous demande trop d'efforts, le problème, c'est que ça ensuite ça peut s'étaler sur les autres élèves et ça peut être compliqué après à nous de gérer si on a deux trois éléments problématiques. Donc voilà, la sélection à l'entrée, entre guillemets, c'est important. On ne peut pas tous se permettre de le faire, mais à terme, quand vous aurez suffisamment de gens et de demandes, vous pourrez le faire, je pense et c'est important d'avoir des élèves, des gens qui vous correspondent. C'est pour ça que le podcast, pour moi, ça a été un truc intéressant. C'est que les gens qui écoutent mon podcast connaissent ma vision, ils savent qui je suis. Tu vois, je parle pendant 45 minutes tout seul des fois, donc ils savent qui je suis et donc quand ils arrivent en coaching avec moi, il y a pas de surprise. Tu vois, ils Mmh. savent, ce qui les attend, comment je réagis. Des fois, je suis un peu brute, des fois, je suis voilà, je suis comme je suis, mais au moins pas de surprise Ouais. et je pense que ça aide et puis après souvent on fait aussi des lives avec les membres des équipes, enfin les membres de du programme pardon. On fait des lives sur des sujets particuliers. J'essaie un peu qu'ils interagissent, tu vois? Je fais aussi un groupe avec eux WhatsApp. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une petite communauté qui se crée comme je te disais tout à l'heure. Je pense que pour la motivation, l'aspect communautaire, c'est important, l'aspect suivi, c'est important et puis d'avoir des résultats évidemment, c'est important. Ouais, ouais, mais c'est vrai, comme tu as dit, le fait que de créer une communauté, ils échangent éventuellement, même s'ils se disent: «Bah, je pense que c'est le cas. Ah ouais, tiens, moi j'ai eu tel résultat. Ah ouais, moi aussi et tout». Et Mmh. finalement, ça booste un peu le groupe, quoi. Ouais, carrément et puis il faut pas hésiter. Moi, tu vois, je fais des témoignages avec mes élèves très souvent pour les réseaux sociaux et puis pour mon site. C'est important de les faire. Déjà, ça fait une reconnaissance pour eux, tu vois? Je sens qu'ils sont contents de le faire, tu vois? «Ah cool, Clément, il me il me il m'interviewe», tu vois? Genre, c'est la première fois qu'on les interviewe pour un truc, tu vois? Un truc qu'ils ont bien fait. Donc Mmh. c'est quand même valorisant pour eux, je pense. C'est une sorte de reconnaissance, donc ils sont contents et souvent quand je les interviewe, derrière, ils continuent parce que, bah, ils se disent: «Ouais, c'est cool, il m'a «considéré» entre guillemets» et c'est vrai. C'est que je suis content de leur travail. Et derrière les témoignages aussi, je les remets en ligne, je les remets dans le programme et du coup, les gens se disent: «Ah bah», tu sais, ceux qui viennent d'arriver, ils se disent: «Ah bah, lui, ça fait 3 mois qu'il est là, il a eu ses résultats, du coup, moi, je peux essayer d'avoir pareil». Bon, faut pas qu'ils se comparent trop non plus parce que des fois, c'est un peu compliqué. Mais au moins, quand tu as des bons résultats sur d'autres élèves, ça engendre, de plus en plus de bons résultats et c'est un peu un effet boule de neige sur ça, je trouve. Ouais, 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 tout à fait, je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu joues un petit peu dans tes programmes sur les aliments, les micronutriments, pour apporter une alimentation, on va dire riche, tu vois? Riche en vitamines, en minéraux, tout ça. Est-ce que tu joues là-dessus ou alors, tu es plus sur, un rééquilibrage alimentaire, sans je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais ouais, en gros, est-ce que tu joues là-dessus? Je vois ce que tu veux dire. Alors au début, non. Parce qu'en général, les gens sont trop dans le détail, tu vois? Les mecs, ils font même pas ils savent même pas de combien de calories ils mangent. Ils sont en surplus calorique toute la journée. Je vais pas arriver et leur dire: «Ouais, mais tu manques de, vitamines, machin». Ouais. En général, tu vois, j'essaie quand même d'aller dans l'ordre des choses donc tu vois, c'est la règle des 20-80, généralement, c'est un peu ça. Mais 20 de leur effort va donner 80 des résultats et j'essaie de me mettre un peu sur ça et en gros, voilà, apport calorique en premier, apport en protéines, lipides et après au fur et à mesure, tu vois, comme je te disais, moi, j'analyse la diète de mes élèves, toutes les semaines à peu près et en fonction de là où ils en sont, je leur explique certaines choses. Tu vois, là, on est en hiver. Effectivement, ceux qui mangent peu de fruits et légumes, clairement, c'est un souci. Donc, j'essaie de les orienter vers ça. Je leur demande pas de traquer les nutriments, les micronutriments, parce que là, on va être, pour moi, trop précis. Et vu que moi, je fais un accompagnement global sur la perte de poids, je les accompagne aussi sur le sport. C'est pas mon taf d'aller dans les micronutriments, je pense pas. Sachant que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aussi prendre rendez-vous avec des spécialistes, des diététiciens, c'est leur taf et je ne veux pas leur prendre leur taf. Moi, je leur donne juste des recommandations. Ça les aide parce que si on faisait que le sport, malheureusement, ils auraient pas de résultat de perte de poids pour beaucoup parce que c'est un gros problème d'alimentation. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller du général vers un peu plus le détail, mais ça dépend des profils. Il y a des gens que je prends en coaching qui sont déjà bien avancés, du coup, on peut aller un peu plus loin sur l'alimentation. Il y en a d'autres où c'est assez catastrophique, du coup, bah, on reste sur la partie générale et voilà. Donc c'est vraiment très personnalisé à chaque fois, en fait. Ouais, ouais, bah, ouais, je pense que c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire. Comme tu as dit, si tu commences à rentrer dans les détails, des micronutriments pour juste quelqu'un qui a besoin d'un rééquilibrage, au niveau des macronutriments, ça ouais, ça fait bizarre, quoi. Donc Bah, l'idée, c'est qu'ils tiennent sur la durée, tu sais, c'est comme pour le sport.
La grosse problématique des gens, c'est pas d'être en carence de micronutriments. La grosse problématique, c'est que les gens, ils tiennent pas, ils ont pas les habitudes, saines, assez longtemps, tu vois? Ils le Mmh. font, quelques semaines et ils craquent. Donc moi, mon gros challenge, en réalité, c'est pas les micronutriments ou les macronutriments. Mon gros challenge, c'est qu'ils tiennent les habitudes sur le long terme. Donc c'est assez compliqué, que ce soit au sport, soit l'alimentation, mais c'est ça mon gros challenge, tu vois? Donc j'essaie de trouver la formule gagnante pour qu'ils aient des résultats, ils soient en meilleure santé, mais surtout qu'ils tiennent, tu vois? Et c'est pas toujours évident parce que c'est pas le programme le plus, tu vois, si on faisait un programme sportif, par exemple, le plus efficace possible pour la perte de poids, ça serait pas forcément le plus fun. Même je pense, c'est sûr, certains que ce serait pas le plus fun. Ils feraient, tellement de mouvements polyarticulaires ou tellement de cardio qu'à la fin, ils seraient dégoûtés. Donc, tu vois, je suis obligé d'adapter aussi et de faire des fois des entraînements plus light, plus courts, plus fun, même si c'est pas le plus optimal, on s'en fiche. Au moins ils le font et ils tiennent, tu vois? Ouais, ça, je suis d'accord. Je pense qu'il vaut mieux avoir un programme un peu moins bon, mais qui nous fasse kiffer, quoi, et qu'on le tienne sur le long terme plutôt que le truc soi-disant parfait, où Mmh, je pense même au final, les résultats, il y aurait pas une énorme différence, quoi. Et au moins, tu le tiens sur le long terme. c'est ça. Est-ce que tu utilises des compléments alimentaires ou est-ce que tu recommandes des compléments alimentaires dans certains cas? Alors ça peut m'arriver, moi je suis tout le temps transparent par rapport à ça. Je travaille depuis 1 an et demi avec une marque, enfin je suis en partenariat avec NutriPure, donc forcément, moi je me complémente. Donc quand on me pose la question, je leur préconise des choses, mais quand ils rentrent dans le programme, je leur préconise rien du tout en termes de compléments parce que je veux pas qu'ils se reposent sur ça. Je veux absolument que ce soit leur alimentation brute qui soit l'élément déclencheur et ensuite, si vraiment ils ont besoin, tu vois, par exemple, souvent ils ont du mal avec le quota de protéines, même s'ils sont végétariens, par exemple. Bon, bah, à ce moment-là, on a de la protéine végétale à leur proposer potentiellement et je préfère qu'ils commandent chez NutriPure, qui est une marque en qui j'ai confiance, où je sais que les aliments, enfin les compléments sont quand même de bonne qualité, peu transformés, où ils font le top selon moi en France. Donc voilà, tu vois, c'est une marque en qui j'ai confiance, donc je préfère qu'ils commandent chez eux, parce qu'avant, j'en voyais, ils commandaient dans des marques, mon gars, laisse tomber, ils payaient 20 balles, mais c'était tellement de la dope que je leur ai dit d'arrêter. Mais en gros, voilà, je préfère partir sur ce principe-là. Mais sinon, non, tu vois, les compléments alimentaires que je préconise, c'est toujours de la whey protéine pour certains. La créatine pour ceux qui sont un peu plus avancés, pas pour les débutants, mais pour ceux qui sont un peu plus avancés, je leur dis: «Ça leur fera pas de mal», généralement. Je pense que c'est assez, reconnu scientifiquement pour être le cas. Et après tout ce qui est, magnésium potentiellement, multivitamines en réalité, pas forcément, besoin. Mais le magnésium, oui, si je vois que dans leur alimentation, tu vois, ils sont potentiellement en carence. Je vois des fois certains, ils me donnent des aliments, très similaires, mais ça manque un peu de certains micronutriments, mais c'est assez rare. Je rentre pas trop dans le détail non plus et ce que je veux pas, c'est qu'ils se ruinent en complément alimentaire aussi, parce que des Mmh. fois c'est le cas, je le vois, hein, même des gens moi je vois les commandes de ceux qui passent avec mon code. Les mecs ils font des 200-300 balles par mois, des fois tu te dis: «Bon, peut-être se calmer», tu vois? Alors j'ai un intérêt, hein, à ce qu'ils commandent autant, mais je leur dis, hein, je leur dis: «Calme-toi, ça sert à rien. Tu as suffisamment de nutriments dans ton alimentation, concentre-toi sur ça et perds pas en chemin avec, des compléments, ça t'aidera pas». C'est les compléments, je pense que c'est le 5 qui fait la différence, mais le reste, c'est ton sommeil, ton stress, ton alimentation. Donc c'est souvent ce que je leur dis, tu vois? Je préfère être transparent avec ça. Mais justement dans l'alimentation aujourd'hui, tu penses qu'on peut avoir, quasiment tout ce qu'on a besoin? Ou parce que tu sais des fois, tu as, les produits ils sont transportés, ils sont transformés tout ça, on Mmh, les cuit, on les passe, au micro-ondes ou je sais pas trop quoi et ça dégrade un peu la qualité du ouais. produit et donc est-ce que tu penses qu'on peut vraiment, avoir ce qu'on a besoin aujourd'hui? Bah, je vais être transparent avec toi, j'en ai aucune idée. J'ai pas d'études scientifiques sur le sujet. C'est vrai que c'est des trucs qu'on dit, mais moi maintenant entre ce qu'on dit et ce qui est vrai, je me méfie. Donc oui, j'ai l'impression et puis même tu vois bien les fruits et légumes, ça a plus de goût, c'est bizarre, tu sais, c'est que de l'eau. Tu prends une tomate, c'est que de l'eau, tu vois? Donc j'ai l'impression qu'il y a plus grand chose dedans. Mais quand je vois l'état des diètes de mes élèves au démarrage, de toute façon, ils ont intérêt quand même à privilégier les fruits et légumes, ne serait-ce que pour avoir un sentiment de satiété plus important. Pour la perte de poids, c'est plus intéressant d'avoir des aliments de ce type-là. Tu vois? Parce que je voudrais pas qu'ils continuent à manger des aliments très riches, très transformés, qu'ils se disent: «Oh, de toute façon, ça m'apportera rien», tu vois? Donc dans le discours, je leur dirai jamais ça. Je leur Ouais. dis toujours: «Favorise les aliments bruts». J'ai jamais parlé de ça, mais je suis d'accord avec toi que à l'heure actuelle, apparemment, effectivement, c'est un peu le cas. Moi, j'ai interviewé, Gaëtan qui est un des responsables de NutriPure et c'est effectivement, la question que je lui avais posée, tu vois? Donc tu me la poses, moi je lui avais posée et OK. il m'avait répondu effectivement que, de mémoire, hein, je sais plus exactement, mais effectivement oui, aujourd'hui notre alimentation, elle est de moins en moins riche en nutriments et que se complémenter pourrait être intéressant. Maintenant ça dépend quel type de complément.
Là, il faudrait vraiment aller dans le détail. J'ai pas fait d'études sur le le sujet, donc je j'ai pas fait de prise de sang non plus, donc je sais pas exactement où j'en suis et où sont mes élèves sur ça. Mais pourquoi pas tester en vérité et puis voir ce que ça donne? Mais je sais pas. Là, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité parce que mais voilà, déjà les gens mangent déjà d'une manière générale pas très bien. Alors plus pour des athlètes de haut niveau, je pense, ou des gens vraiment qui, je te dis, ont un niveau de conscience de leur alimentation, qui ont déjà fait un super équilibrage alimentaire, qui mangent bien. Je pense que là, la question peut se poser sur effectivement se complémenter. Mais à l'inverse, encore une fois, quand tu es débutant et que tu sais pas quoi bien manger, enfin bien manger, voilà, j'ai pas envie qu'ils rentrent là-dedans parce que tu vois, même en pharmacie, j'ai un élève qui est, commercial, dans les enfin qui visite plein de pharmacies, il m'envoie souvent des photos de des des têtes de gondole et tout ça qu'ils voient en pharmacie. C'est catastrophique, là, surtout avec l'arrivée de l'hiver, tu as des multivitamines de partout, des boosters, des machins. Je pense que la plupart, c'est de la daube. Ça va juste être enrichi, j'en sais rien, en vitamine C, alors que finalement, tu en as pas besoin ou j'en sais rien, telle ou telle vitamine. Donc Mmh. je pense qu'en réalité, je suis pas expert là-dedans, mais je pense qu'en réalité, si tu veux vraiment te complémenter de façon, cohérente, il faudrait voir un spécialiste, qui fasse des analyses et ensuite il te dirait quel complément tu as besoin, tu vois? En réalité, je pense que ce serait plus ça qu'il faudrait faire. Bon, voilà. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais après, je sais que dans certains endroits, moi je sais que bon, après moi je suis pas dans une grande ville là, mais il y en a qui ont des produits locaux. Et du coup, je Mmh. pense dans ce cas-là, tu vas les récupérer, c'est à côté de chez toi. Ouais. Ils sont frais. Dans ce cas-là, je pense que tu peux avoir une bonne qualité au niveau des micros. Mais c'est vrai que quand tu vas dans les supermarchés, tout ça, mais après, je pense que c'est quand même intéressant de prendre ce genre de produit parce que ça reste quand même plus sain et d'un point de vue santé, c'est quand même meilleur que si tu prends des choses transformées ou quoi que ce soit. Et même, je pense, pour tes clients, comme tu as dit tout à l'heure, c'est plus intéressant. Et pour avoir des bonnes habitudes alimentaires, je pense que c'est quand même essentiel, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un gros travail sur ça quand tu vois les habitudes des gens. Enfin, voilà, il y a encore une bonne amélioration à avoir, je pense. On n'est pas parfait, hein, moi non plus, sur l'alimentation, mais c'est pas grave, tu vois? Faut que je trouve un équilibre, mais ouais, je Mhm. pense qu'il y a encore un travail à faire là-dessus et tu sais, moi, le gros défi aussi que j'ai avec l'alimentation et je le vois aussi beaucoup avec les femmes, parce que je commence aussi à coacher des femmes, c'est que les gens avec les réseaux sociaux, sont trop stricts envers eux-mêmes. C'est assez, affolant, je trouve. Je récupère beaucoup de gens, en fait, en coaching. C'est pas de leur faire baisser leurs calories, c'est de les faire rehausser. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils essaient de perdre du poids depuis des années. Ils se retrouvent à bouffer, même pas 1000 calories par jour et ils stagnent, tu vois? Ils sont pas en bonne santé et tout ça et c'est assez chaud parce que ça veut dire qu'en réalité, ils ont pas compris, en fait, comment ça marchait et du coup, ouais, ça me fait un peu peur, en fait. J'essaie vraiment d'être d'aider les gens à les éduquer un petit peu par rapport à la perte de poids, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je récupère beaucoup de gens où, en fait, ils ont des traumas, je dirais, limite par rapport à l'alimentation. Ils ont une relation avec l'alimentation qui fait flipper, quoi. Les gens voient vraiment l'alimentation uniquement comme des calories, ce qui est un peu d'ailleurs le contre-coup de calculer ses calories, je le concède. Et c'est pour ça que quand je dis souvent aux gens, mais avec qui j'échange, mais quand vous faites calculer les calories, faites-vous accompagner. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, ils sont trop extrêmes, tu vois? Ils sont vachement extrêmes, ils savent pas ce qu'ils font. Même dans le calcul, ils font n'importe quoi et je retrouve des gens, c'est assez chaud après derrière donc bon. C'est une grosse part d'éducation aussi sur la lecture des étiquettes, tu vois? Lire un peu, même si c'est des aliments transformés, peu importe, au moins regarder un petit peu, comparer, prendre son temps en supermarché pour comparer les étiquettes, je pense que c'est primordial et se rendre compte au moins de ce qu'on met dans son assiette, c'est plutôt intéressant. Ouais, ouais, mais tu fais bien de mentionner parce qu'on parle depuis le début du podcast, même de manière générale, on parle beaucoup de perte de poids. Et c'est vrai qu'il y a le problème inverse, c'est les gens qui sont avec un déficit calorique beaucoup trop strict Mmh. et qui engendrent bah, aussi des problèmes de santé. Et dans ce cas-là, un rééquilibrage alimentaire, ça serait bien. Mais tu parlais du coup des gens qui faisaient n'importe quoi, qu'il faudrait lire les étiquettes, tout ça. Ça, bah, ça c'est mon point de vue. Mais je pense que dès l'école, dès le plus jeune âge, on devrait avoir des bases comme ça à l'école, nous éduquer un peu sur, sur la base de la vie, j'ai envie de dire, sur l'alimentation, juste pour prendre conscience, avoir des bases, pas forcément aller dans les détails, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis en place par, par l'État, tu vois, mais ça éviterait, je pense, des soucis pour certaines personnes, quoi. Mais tu sais, je me demande si c'est pas volontaire. Parce que là, on le sait que c'est un problème de santé, tu vois? On le sait, hein, en France, je sais plus 60 des gens qui sont en surpoids, je peut-être déconner un stat, mais je crois que c'est assez important. Ouais. Je pense que les politiques sont pas idiots, tu vois? Ils le savent d'où ça vient. C'est que les gens, de manière générale, consomment trop d'aliments riches et cetera, trop sédentaires.
ils font des pseudo-campagnes de temps en temps, mais arrêtez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, c'est super, on s'en fout, en fait. On a Oui. compris. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment éduquer sur effectivement, je suis d'accord avec toi, à l'école, peut-être pas à 12 ans, parce qu'on en a rien à foutre, on bouffe des gâteaux toute la journée, mais peut-être au lycée ou j'en sais rien, avoir, tu vois, c'est comme l'éducation civique où bon, c'est vrai que c'est des cours, on a oublié, on s'en fout. Mais je pense quand même que ça pourrait être intéressant, de savoir, bah, ouais, les bases de l'alimentation. Ça éviterait certainement qu'il y ait des gens qui boivent, du soda toute la journée et qui se plaignent d'après d'être en surpoids, tu vois? Ou d'avoir des problèmes de diabète derrière, tu vois? Donc je pense que oui. Est-ce que ça intéresserait tout le monde? J'en sais rien, mais au moins donner les bases, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'a intéressé, tu vois? Mais souvent, j'ai remarqué que les gens qui s'y intéressent, c'est des gens, ça vient d'un problème. Soit ça vient un problème sur eux, donc ils ont eu du diabète, souvent j'ai beaucoup de gens, ils ont du diabète, leur médecin leur a dit de faire gaffe, du coup ils commencent à s'intéresser à ça et du coup ils commencent à me suivre sur Instagram ou à se former. Ou alors c'est des gens qui ont eu peut-être des décès dans leur famille, un parent, un oncle, tu vois? Moi c'était mon cas. J'ai un oncle, qui est décédé parce que, bah, pas que pour ça, mais il a eu un cancer et tout ça. Il était en gros surpoids, il mangeait pas bien et puis il s'est réveillé un peu «trop tard» entre guillemets et même malgré tous les efforts qu'il a fait, bah, il est décédé. Et du coup, ça m'a un peu inconsciemment, je pense, éduqué à ça. Je me suis dit: «Ouais, mais merde, j'ai jamais été en gros surpoids, mais je mangeais jamais sans faire toujours sans faire attention» et je me suis dit: «Bah, merde, ça fait chier» parce que, bah, il y a des gens à 45 ans, qui vont peut-être vivre la moitié de leur vie, tout simplement parce qu'ils étaient pas au fait de certains trucs et qu'ils se sont trop laissés aller et qu'ils avaient besoin d'un coup de main, en fait et c'est un peu ça, d'ailleurs, qui m'a poussé, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais qui m'a aidé à me lancer dans le coaching. C'est que j'avais vraiment envie d'aider les gens qui sont pères de famille potentiellement et qui ont des gosses et qui veulent, vivre longtemps, courir après, jouer avec leurs gosses et tout ça et qui veulent pas être en PLS au bout de 10 secondes et qui veulent pas avoir des problèmes de santé et peut-être pas les voir grandir, tu vois? Moi, c'était un peu ma motivation aussi au démarrage et pour moi, c'est un vrai problème enfin, c'est un vrai problème de société et j'aimerais bien entre guillemets «apporter ma pierre à l'édifice» aux quelques personnes que je peux aider chaque année, sur ça, tu vois? Je trouve que c'est gratifiant aussi d'aider les gens comme ça. Bah, comme tous les coachs, hein, je pense qu'on le fait aussi par vocation et qu'on aime aider les gens, mais tu vois, moi, c'était un point sur ça. Ouais, ouais, mais ouais, tu as raison, c'est un problème de société, de toute façon dans une société où, bah, faut consommer, donc alors je sais pas si c'est, volontaire de la part des plus haut placés dans l'État, mais si on avait des bases comme ça qu'on aurait quand on est plus jeune, forcément peut-être qu'il y aurait moins de consommation derrière parce qu'on aurait conscience de certaines choses. Donc Mmh. est-ce que c'est volontaire? Je sais pas, mais oh, c'est un peu une triste réalité, quoi. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a ça et puis à l'école aussi, le fait de moi, j'ai vécu, donc comme je disais en Australie, j'ai été en Afrique du Sud aussi, j'ai été dans pas mal de pays anglo-saxons et l'éducation par rapport au fitness aussi est différente, tu vois? Moi, je le vois bien. Tu as peut-être eu aussi des échanges avec d'autres coachs, j'en sais rien, ou toi, tu as été à l'étranger, mais la culture du fitness à l'étranger, elle est enfin, pas à l'étranger partout, hein, des pays, ils sont vachement en retard, mais d'autres, ils sont en avance. Dès l'école, les mecs ou les filles, ils vont à 15-16 ans à la salle de sport et ils font des squats avec, une charge, tu vois? Je sais pas Ouais. en France, mais moi personnellement en France, on nous apprenait à faire du javelot ou, du volley ou de la gym, tu vois? Alors, c'est pas pour, cracher dessus, mais en tant que tel, je trouve qu'une partie de renforcement, de fitness, de compréhension de son corps et cetera, ça devrait être aussi un obligatoire, je pense, à partir d'un certain âge. Parce que quand on voit les gens, tu vois bien quand ils arrivent en salle de sport, je sais pas, toi tu habites dans une petite ville, tu as dit, mais je pense que ça doit être pareil en France. Moi, je m'entraîne à Basic Fit là de temps en temps quand je suis de retour en France. Comment te dire que les gens en termes d'exécution, c'est quand même assez limite, tu vois? Pour plein de raisons, le fait qu'ils se font jamais accompagnés, qu'ils ont aucune, notion de l'investissement que ça peut avoir enfin l'intérêt que ça peut avoir de se faire accompagner et surtout le «manque d'éducation» entre guillemets sur la pratique sportive. Moi, quand j'ai commencé le sport, j'étais une brindille, je savais rien faire, je faisais de la daube vraiment et pourquoi? Parce qu'on m'a jamais montré et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde en salle de sport, c'est dommage. Alors je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui essaient de bien faire et cetera, mais pareil, quand on voit moi je vais dans des pays, même j'étais en Colombie, tu as pour une salle de sport, je sais pas combien de mètres carrés, tu as 20 coachs. Mmh. 20 coachs, personnels, tu vois? Ou même des coachs, non même ça m'est arrivé au Portugal, des coachs, tu vois, comment on appelle ça? On the floor, en gros, il y en a certainement en France des fois, mais tu sais qui passent à travers les machines et qui aident les gens, sur les exécutions. Ils leur demandent: «Est-ce que ça va? Tu as besoin d'un coup de main?» tu vois? Moi, je trouve ça trop cool. Au Portugal, j'avais vu ça, j'avais halluciné. Une salle trop sympa, les mecs super sympas, ils te demandaient si tu avais besoin d'un coup de main et tout ça et je voyais les exécutions des gens, il y a des jeunes aussi, des mecs, des lycéens, tout ça. Je dis: «Ah putain, ils exécutent plutôt bien, ils commencent à soulever lourd» et il y avait pas de secret, c'est juste qu'il y avait des coachs autour qui les aidaient. Ça faisait partie de leur «abonnement» entre guillemets, parce que tout le monde n'a pas les moyens de prendre un coach personnel, mais
Faudrait trouver un système effectivement pour rendre la chose plus accessible et surtout que les gens aient cette notion d'investissement parce que quand tu discutes avec des gens, ils disent: «Ouais, un coach, c'est, je sais pas 50 €, c'est trop cher». Ou alors Basic Fit, je sais pas, c'est 20 € par mois, c'est trop cher. Quand tu entends ça, ça fait honnêtement, moi, ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça parce que je me dis: «Les gars, ils ont Mmh. aucune notion d'investissement». Dans d'autres pays, moi, j'étais en Australie, les coachs, sportifs, c'est, plus de 100 $ de l'heure, tu vois? Et ils gagnent bien leur vie, ils sont reconnus à leur juste valeur et tu vois, c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans ce métier-là. Je me suis dit: «Bah, c'est cool, c'est un bon métier». En France, je me suis dit enfin, c'est l'image que j'en avais, peut-être je me trompe, mais tu avais l'impression que c'était un métier, putain, tu es en galère, les mecs, ils veulent jamais investir. Tu vois, ça avait l'air assez compliqué et je me rends compte qu'avec le coaching en ligne, il y a tout. Il y a aussi des profils qui ont un peu d'argent et qui sont prêts à investir. J'en ai et heureusement. Mais c'est vrai que pour une grande majorité, l'investissement, putain, sur l'investissement sur leur santé, en France, c'est un problème parce que aussi le système fait qu'on a la santé un peu, «gratuite» entre guillemets. Du coup, les gens ont pas l'habitude d'investir sur eux. Mais, bon, je sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué ça en voyageant, c'est un peu bizarre, quoi. Ouais, j'ai un peu le même ressenti que toi, bon là, je suis dans une petite ville, mais pour mes études, je suis sur Montpellier. D'accord. Après, c'est peut-être le fait d'être en STAPS, mais tu sais, je suis beaucoup entouré de gens qui font du sport, Ouais. donc ils vont à la salle de sport, tout ça, donc mais après, je pense que finalement, c'est une minorité de la population, parce que le reste du monde, il y en a plein qui sont sédentaires, qui font pas de sport, et je pense, comme tu le dis tout à l'heure, c'est un souci par rapport à notre éducation. Et pour revenir à ce que tu disais, ouais, nous, quand on fait du sport à l'école, on fait pas de la musculation avec des squats et qu'une barre sur le dos. Moi, j'avais eu un petit cycle de muscu au lycée, c'était en terminale, mais bon, OK, top. t'es presque majeur déjà. Et D'accord. encore, je sais que le prof que j'avais, euh, ou ouais, non, une prof que j'avais, bon, elle était pas très compétente. Elle me disait qu'on travaillait les biceps sur du développé couché. Donc, Ouais, d'accord. elle me disait aussi: «Regarde le biceps, il travaille». Je lui dis: «Mais madame, Ouais. bon, enfin bref, Mais au c'était moins elle a essayé, tu vois? Bon, même elle mais en fait, c'est certainement le système qui est mal foutu. C'est même elle qui a été mal formée, enfin ou pas formée, en fait. ouais, Et voilà, c'est tout le système, mais bon. Tu as dû bien rigoler quand elle t'a dit ça, mais bon. bah oui, voilà. Mais après, ouais, je pense qu'il y avait des coachs aussi dans les salles de sport qui tournent et qui donnent des conseils, ça serait vachement bien. Moi, je vois pas ça dans les salles. Ça m'est arrivé une fois, beh, tu parlais de Keep Cool tout à l'heure, une fois j'ai vu, un mois à Keep Cool, il y a un coach qui était venu me voir, qui m'avait dit: «Ouais, si tu veux faire ça, je te conseille de faire le mouvement comme ça». Je me Mmh. suis dit: «OK, c'est cool», mais sinon, jamais je vois un coach, venir et dire: «Attention, tu pas bien», sauf si c'est à la demande du sportif. Mais sinon, Ouais. mais c'est un truc qu'on devrait voir plus souvent. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les coachs, souvent, bah, on est coach personnel, du coup, on s'occupe de nos clients. Ouais. Après, moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'échanges avec des coachs en Australie. J'avais un coach, c'était un peu un mentor qui était mon prof, mais ensuite je me suis entraîné avec lui. Je l'ai pris en tant que coach et maintenant il est, comment on appelle ça? Il est aide, en gros, il gère tous les coachs dans une salle qui s'appelle World Gym à Sydney et j'aime bien échanger avec lui. C'est un super gars et un super coach et lui, il m'a beaucoup appris sur justement, l'approche et c'est vrai que lui, tu vois, il est coach personnel, mais il va parler à tout le monde, tu vois? Il a une très bonne approche, c'est-à-dire que il se dit que tout le monde est un client potentiel. Donc il n'hésite pas à descendre quand il a un peu de temps libre, dans la salle. Il dit bonjour à tout le monde, il donne des conseils gratuitement, il leur donne, voilà, son Insta et tout ça. Et il est vachement dans la discussion. Il m'a vraiment appris ça. Il m'a dit: «Gros, faut que tu discutes avec tout le monde, parce que c'est important d'avoir une bonne image» et je pense alors je te dis, moi, je m'entraîne peu en salle de sport en France. J'étais à Fitness Park à Nantes et à Basic Fit à Nantes. Ça m'est arrivé aussi d'être dans d'autres Basic Fit, en France quand je voyage, mais j'ai pas une vision très, très, voilà, c'est très, réduit. Mais j'ai pas l'impression que ça se fasse beaucoup. Moi, je vois des coachs, alors je dis pas qu'ils font bien ou pas bien, mais ils sont concentrés uniquement sur leurs élèves et c'est vrai que le reste du temps, ils sont pas là, tu vois? Ils sont en salle de pause ou ils ont d'autres choses à faire. Ce qui est normal. Je pense que tu dois enchaîner les heures et vu qu'en France, on n'est pas énormément payé à l'heure, bah, forcément, faut faire beaucoup de clients et du coup, bah, la qualité du coaching s'en résulte. Donc forcément, c'est pas évident, j'imagine. Mais et c'est dommage, mais je pense que ça va s'améliorer, tu vois? Je suis assez confiant sur l'avenir, soit en présentiel ou en ligne. Je suis assez confiant. Je pense que le covid nous a fait du bien. Les gens se sont posés plus de questions, il y a beaucoup de gens qui, alors certes ont arrêté pendant le covid, mais ensuite ont repris ou alors d'autres ont carrément juste repris, ont juste «pris» entre guillemets et je suis assez confiant sur le fait que enfin peut-être parce que je suis dans le prisme des réseaux sociaux, mais il y a plus en plus de gens qui s'éduquent par rapport à ça. On le voit bien les influenceurs fitness ou les coachs, il y a quand même beaucoup de gens qui nous suivent, Mmh. et je pense qu'il y a une demande, ça va se développer encore. Il faut juste que les gens aient un peu plus confiance en nous. Moi, je
je ressens beaucoup de personnes qui ont un peu peur des fois de prendre un coach en ligne. Ils disent que c'est une arnaque. Ça m'arrive souvent, on me dit ça, puis après au bout de quelques échanges, ça les rassure. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça va se démocratiser et j'ai confiance sur le fait qu'on a un métier d'avenir et ça, c'est plutôt plaisant, on va dire. Ouais, ouais, j'espère, ouais, j'espère parce que c'est quelque chose de mais ouais, faut avoir confiance. C'est vrai que tu vas payer pour un mec, enfin pour un professionnel, mais finalement que tu connais pas. Faut avoir confiance ou alors, faut être, tu le connais en présentiel et il fait aussi du en ligne et peut-être que Ouais. du coup, le fait de l'avoir connu en présentiel, ça favorise, la prise de coaching en ligne. Voilà, mais ouais, c'est une question de confiance, mais c'est pour ça, faut je pense que si ça se développe et que de plus en plus de monde le font, ça va faire un effet un peu boule de neige Ouais. et plus de confiance quoi envers ce métier. Je pense. Après, il faut que ce soit des gens, qui aient envie de le faire pour les bonnes raisons, et c'est encore pareil, il y a aussi des gens qui font un peu de la merde, et du coup, il y a des gens qui se font un peu avoir. Tu sais, moi, j'ai récupéré beaucoup d'élèves aussi qui ont fait des programmes un peu pourris, où les gens, en fait, c'était de la daube, vraiment. Ils vendaient le truc, mais il y avait aucun suivi. Il y avait un mail, par semaine à peine et c'est vrai que, du coup, je pense pas que ça nous rende, trop, enfin, c'est pas très, bon pour nous. Je pense que c'est important, tu vois, de peut-être vendre plus cher, avoir un meilleur suivi, avoir de meilleurs résultats et donner une meilleure image du coaching. Parce que souvent les gens, moi, le truc que j'entends, c'est: «Ouais, mais j'ai jamais eu le coach au téléphone, j'ai jamais vu qu'il me suivait pas» et tout ça. Souvent, c'est la première plainte qu'ils ont, tu vois? Et moi, je me suis vraiment concentré sur l'inverse, sur donner maximum de valeur, de suivi. Alors en étant, voilà, quand même cohérent, parce que sinon tu passes 3 heures avec un élève, tu vas pas pouvoir suivre tout le monde. Mais je pense quand même qu'en étant humain, en restant humain même en ligne, c'est important, tu vois? Que juste essayer de vendre des programmes en automatique. Il y en a qui le font. Si vous êtes un influenceur fitness avec 3 millions d'abonnés, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes coach à moins de 10 000 abonnés et que vous êtes en train de vous lancer, n'essayez pas de vendre des programmes automatiques, vous n'arriverez pas à en vivre, tu vois? Faut être logique et surtout vous aurez aucun témoignage, aucune recommandation, aucun bouche à oreille. Même si c'est le rêve, hein, clairement, il y en a plein, ils se lancent, ils disent: «Ouais, je vais pouvoir dormir et vendre des programmes quand je dors, ou je serai en Thaïlande et je vendrai des programmes». J'en connais, 0 qui font ça en automatique, hein. À chaque fois, on est obligé de se «faire chier» entre guillemets à suivre les gens correctement et donc voilà, des fois ça casse un peu un mythe, mais en tout cas, il y a beaucoup de coachs en ligne qui vivent très bien. J'en connais beaucoup qui vivent très bien, mais c'est des gros bosseurs, tu vois? Ça se passe pas, par hasard en général. Ouais, mais après je pense que c'est comme dans tous les domaines, il y aura forcément des personnes malhonnêtes qui vont faire des trucs, de mauvaise qualité, qui vont le vendre cher et avec zéro suivi comme tu l'as dit. Mais du coup, à l'inverse, ouais, il y aura des personnes qui vont faire du bon contenu, qui vont proposer des bonnes choses, comme toi, tu vois. Et après, je pense avec le bouche à oreille, c'est ça Mmh. aussi qui fait, bah non, lui c'est un arnaqueur, non, lui c'est un bosseur, il fait bien. Je pense qu'avoir des trucs comme ça, mettre des avis sur les sites internet, tout ça, ça fait que bah, finalement, bah, on aura de plus en plus confiance. Et ouais, je pense en vrai, ça peut que évoluer positivement, je pense. Ouais, carrément. Carrément, carrément. En France, on a toujours été un petit peu en retard sur certains trucs et quand tu vois dans certains autres pays, comment ça se passe et tout ça, je pense que ça va aller que dans le bon, donc je suis content avec ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour une personne qui voudrait se lancer dans la perte de poids, que ce soit avec un coach du coup en ligne ou sans coach? Ah bah, ça dépend effectivement. Bah, si c'est avec un coach, déjà choisir une personne qui lui corresponde. Moi, tu vois, là, j'ai échangé avec une fille, elle me dit parce que je vais lancer un challenge là en début d'année, elle me dit: «Ouais, mais il y a un autre challenge le 2 janvier, je sais pas lequel faire et tout ça». Je lui dis: «Bah, écoute, fais les 2 et choisis le profil de coach qui te colle qui colle à toi, en fait». Tu vois, je pense que c'est important d'avoir un bon feeling avec les élèves et souvent ce que je leur dis: «Prends une séance d'essai ou parle avec le coach». Tu vois, moi, mes programmes, je les vends, par téléphone. C'est pas pour rien, c'est pour qu'ils voient qui je suis, que je vois qui ils sont et c'est vachement important d'être dans l'échange, donc voilà. Si c'est avec un accompagnement, je trouve ça important de voir la méthode, voir les témoignages, voir ce qui se dit et avoir confiance en la personne, pour échanger avec elle. Et si vous voulez partir en autonomie, en solo, ce qu'il faut juste, selon moi, c'est avoir une vision long terme. Ce qui manque à tout le monde généralement, c'est: «Ouais, je veux perdre du poids rapidement, du coup je vais aller courir, je vais manger, brocoli, poulet». C'est toujours le stéréotype, mais c'est un peu ça, hein, même c'est clairement ça à chaque fois, tu le vois. Et les mecs vont perdre, ouais, ils vont perdre de la flotte, ils vont perdre un peu de muscle et un peu de gras, super, mais ils vont pas avoir un corps athlétique, ils vont se retrouver bien souvent, épuisés et ras-le-bol et ils vont lâcher, tu vois? Ça, c'est le cas vraiment de 95 des gens que j'ai au téléphone, donc peut-être voir long terme, essayer de trouver une méthode un peu différente, se dire que les résultats vont venir en étant en léger déficit calorique et en faisant une activité sportive que l'on aime, donc peu importe, ça peut être que la course, mais pas obligé.
Ça peut être du renforcement, ça peut être du crossfit, ça peut être du cross-training, ça peut être du badminton, on s'en fiche. Tu vois, souvent, moi, je suis un peu dans cet avis-là. J'ai beaucoup d'élèves qui font et du renforcement et un sport à côté. Tu vois, je trouve que voilà, c'est des gens, ils aiment faire des trucs fun. Bah, je leur dis: «Vas-y, continue à faire ton truc fun. On se met 2 séances de sport de renfo à côté. Ça va t'aider à être plus performant dans ton tennis, dans ton foot et cetera, à moins de blesser et tu te sentiras mieux, tu auras moins de problèmes de dos et tout ça». Je leur explique l'utilité de se faire du renfo, par exemple. Et à côté de ça, ils ont un rythme de vie qui est adapté. Donc voilà, faut avoir une vision long terme, se faire plaisir avec son alimentation et toujours se dire, «Si je fais ça, si je mets ça en place, est-ce que je vais le tenir sur l'année?» Tu vois? Est-ce que si j'arrête de manger ou j'arrête de boire d'alcool, ce qui est une bonne chose, hein, mais est-ce que je vais le tenir à l'année? Bon, moi, je vais être franc, je bois de la je bois de l'alcool de temps en temps. Je me verrais pas de me dire, «J'arrête toute l'année». Donc je me dis: «Pourquoi le faire pendant un mois?» Bon, il y en a, ils arrivent, hein, tant mieux. Mais généralement, c'est plus dose de enfin, gage de frustration et frustration et derrière un peu c'est un peu difficile à gérer. Donc voilà, vision long terme, je trouve que c'est hyper important. Pareil avec la balance, essayer de pas se peser tous les jours, essayer d'avoir une vision un peu long terme par rapport à ça. Peut-être, se peser 2-3 fois dans la semaine, faire la moyenne de ses pesées et comparer ses moyennes, tu vois, chaque semaine. Généralement, c'est plus cohérent par rapport aux variations de poids, fluctuations. Donc ouais, voilà, savoir prendre du recul, ce qui est pas évident quand on est tout seul, parce que quand on est tout seul, on sait jamais: «Est-ce que je fais bien, pas bien?» Tu vois? C'est toujours les questions. Mais à ce moment-là, il faut se faire accompagner et puis on est là pour ça, hein. Il y a beaucoup de coachs compétents, heu, en ligne ou en présentiel et dans tous les cas, c'est toujours un bon investissement. Même si on n'a pas toujours, ça colle pas toujours à 100. Vous apprendrez toujours quelque chose, en prenant un accompagnement, ça c'est certain. Ouais, il faut apprendre à faire des bons investissements sur soi-même. Avant de conclure le podcast, j'ai une dernière question. C'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps sur la perte de poids. Est-ce que tu penses que juste le fait de réapprendre à avoir une bonne hygiène de vie, de faire un rééquilibrage alimentaire sans prendre en compte les calories, déficit calorique, tout ça, juste, tu vois, faire un rééquilibrage adapté à la personne, tout ça, qu'on peut tenir sur le long terme et du coup, que la perte de poids soit une conséquence de tout ça. Tu vois, de partir entre guillemets, «de la source du problème» et du coup, la conséquence, ça serait: «Je perds du poids» et pas se dire: «Je fais ça pour perdre du poids». Est-ce que tu penses que c'est une vision qui pourrait se faire ou alors ça serait trop délicat pour perdre du poids directement? Si on se concentre pas Je du coup sur le Ouais, déficit calorique? je pense que ça dépend des gens. Ça dépend vraiment du profil de la personne et de à quel point elle veut perdre du poids rapidement aussi. Si la personne, c'est une personne qui, fait les choses uniquement par motivation, tu vois, qui a besoin de challenge et tout ça, je pense que le calcul des calories va quand même être important pour s'assurer d'avoir des résultats. Parce que si on fait juste un rééquilibrage alimentaire et que on navigue un peu à vue, parce que c'est un peu ça, hein, généralement ne pas calculer ses calories, c'est comme rouler sur l'autoroute sans avoir de compteur de vitesse, hein. Tu peux être à 130 ou à 160, tu sais pas trop, c'est à peu près la même vitesse. Bah, c'est un peu pareil que l'alimentation. Bon, je pense, c'est mon avis, hein, il y en a, ils vont peut-être dire l'inverse. Mmh. Donc moi, je suis toujours d'avis, je leur dis: «Voilà, si tu veux pas calculer tes calories, OK, on va trouver une autre stratégie, on y arrive. Mais si tu veux te garantir d'avoir des résultats et aller le plus vite possible, entre guillemets, dans la limite du raisonnable, je te conseille de le faire. Quitte à le faire une semaine de temps en temps, faire tes repas types, voir une journée type, te rendre compte un petit peu de ce que tu mets dans ton assiette, tu pas obligé de le faire à l'année. Je pense que c'est important. Maintenant, il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire, c'est un non catégorique. Ils veulent pas le faire. OK, bon, on va trouver une autre solution. On va jouer peut-être sur la dose de féculents. On peut leur demander juste de peser un peu leurs féculents, voir un peu où ils en sont, tu vois? Ou mettre dans un verre doseur, j'en sais rien, essayer de voir un petit peu quand même les quantités parce que ça peut exploser vite. Et les informer sur certains trucs qui sont peut-être plus caloriques que d'autres. Essayer de quand même la ça, je pense que ça va jouer quand même. Après, pour quelqu'un qui mange très mal, qui boit du coca, disons, rien que quelqu'un qui boit du coca, une bouteille par jour, tu lui mets du coca zéro à la place ou de la Badoit ou de l'eau normale, le mec ou la fille, elle va perdre du poids, tu vois? Même sans rien changer quasiment. Donc mais ça dépend où est-ce que la personne veut aller, tu vois? Si quelqu'un elle part à 120 kilogrammes, oui, un simple rééquilibrage alimentaire, sans calcul des calories, easy, il va perdre du poids ou elle va perdre du poids facile. Par contre, au fur et à mesure, la personne elle va se rapprocher entre guillemets de son poids de forme, elle voudra aller plus loin et là, je pense que ça sera pas suffisant d'uniquement, tout parier sur le rééquilibrage alimentaire. Un calcul, selon moi, pourra être utile ou alors, il faudra se dire: «Bon, bah, tu réduis tes féculents un petit peu chaque jour» ou il y a peut-être d'autres stratégies, tu augmentes tes protéines, j'en sais rien. Mais ouais, les 2 sont possibles, mais ça dépend, je pense, de là où les personnes sont. Ou alors peut-être, commencer en calculant les calories, tout ça
Et une fois qu'on a appris à se connaître, bon, au bout d'un certain temps, évidemment, hein, plusieurs mois, je pense, Mmh. on peut se dire, on peut ouais, on apprend à se connaître et donc du coup, on pèse plus les aliments et justement, on a adopté une hygiène de vie qui fait que on sait où on en est, on sait que là, on fait des excès, là, on sait que c'est à peu près bon et du coup, on maintient à peu près son point de forme, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, quoi. Bah, je pense que c'est le cas de la plupart des gens, hein, la plupart des coachs aussi. Enfin moi j'ai rencontré des coachs, d'ailleurs c'est assez marrant. J'ai rencontré un coach en Australie qui était un de mes profs, c'est un autre. Il avait fait, 4 ans ou 5 ans de suite, il avait rentré, ses aliments dans MyFitnessPal. Tu imagines le mec, il avait jamais loupé un repas dans MyFitnessPal en 5 ans. Je pense qu'il avait le record, tu sais, c'est marqué strike, en gros, c'est d'affilée et le mec, il avait Mmh. une fois, il nous avait montré les notifs, j'avais pété un plomb, il me dit: «Mais gros, tu pas de vie». Mais bon, bref, c'était un bodybuilder et il était à fond dedans et ça se comprend. Mais pour les gens «normaux» entre guillemets, qui sont pas dans des objectifs si précis, moi personnellement, je calcule pas mes calories, tu vois? J'ai arrêté depuis bien longtemps. Ça m'arrive des fois, tu vois, quand j'ai un objectif ou que j'ai un peu abusé, je me remets un peu en selle sur ça. Moi, j'ai des élèves, je leur dis: «Tu peux arrêter, je pense que tu es autonome» et pour autant, ils continuent à le faire parce que ça les aide en fait à se rassurer et c'est pas forcément mauvais, tu vois? Mais ouais, je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais ouais, c'est pas obligatoire et ça dépend des gens. Ouais. Dernière question pour, conclure le podcast. Est-ce que tu aurais une expérience ou une anecdote à nous partager en relation avec, un de tes clients ou pas, ou par rapport à toi? Expérience ou quelque chose de positif en serait sorti ou ouais, ou avec une morale intéressante, ce genre de choses? Bah, des «histoires» entre guillemets d'élèves, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai vraiment pas mal avec des profils vraiment intéressants. Alors souvent, c'est un peu les mêmes cas, mais j'en ai pas mal. J'en ai attends, je suis en train de réfléchir lequel je pourrais ressortir. Mais tu vois, pour moi, enfin, c'est pas une histoire en particulier, mais c'est un profil, type que j'ai. C'est souvent, tu vois, là, c'est là où moi ça me fait kiffer, c'est que j'ai des gens des fois que je récupère, allez, ils ont 30 ans, ils se mettent des mines régulièrement, veulent un style de vie dégueulasse, ils font jamais de sport et tu te rends compte que finalement, c'est des mecs qui sont pas bien dans leur peau, qui, voilà, que pour plein de raisons, ils peuvent plus continuer comme ça, ils ont pas confiance en eux. Au niveau professionnel, c'est une galère parce que du coup, bah, même quand ils ont des présentations à faire ou parler en public, c'est tu sais, ils ont la chemise qui les boudine, tout ça, donc ils se sentent pas bien et j'ai eu le cas de plusieurs élèves où, bah, en faisant l'accompagnement, en leur faisant, perdre du poids, mais surtout en gagnant confiance en eux, tu vois? Quand ils commencent à faire des tractions, tu vois? Un mec ou une fille, moi j'ai eu des filles qui commençaient à passer des tractions en coaching et je me suis rendu compte que, bah, ça leur donnait vachement confiance derrière, pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir des fois. Le fait de s'accomplir au niveau, sportif, enfin, comme tu sais, voilà et hem et j'ai des élèves, tu vois, qui aujourd'hui, qui étaient au chômage, qui aujourd'hui ont changé de carrière. J'ai un de mes élèves, qui était au chômage quand on a démarré, et qui aujourd'hui travaille avec moi, tu vois, par exemple, qui travaille avec moi pour faire le closing et le setting, donc qui est un collaborateur de mon équipe et qui fait du sport régulièrement, enfin, tu vois? Je vois vraiment des profils, qui changent du tout au tout. J'ai un autre élève, qui a perdu 25 kilos dans l'accompagnement. On travaille depuis 2 ans ensemble et sa vision et sa vie a, je pense, changé, tu vois? Ils sont beaucoup mieux et donc j'ai plein d'histoires, j'ai un peu une en particulier en réalité parce que je suis pas très bon en storytelling, mais tu vois, j'ai plein d'histoires, intéressantes et puis souvent c'est des témoignages que j'enregistre et que je fous après sur mes différents réseaux, mais tu vois, ça inspire aussi les gens et je trouve ça vraiment top et l'histoire, juste pour finir, l'histoire peut-être que moi je pourrais raconter, c'est mon histoire. C'est qu'aujourd'hui, si je suis devenu coach, si je suis nomade et que j'arrive à voyager dans, je sais pas, cette année, j'ai dû faire, 6-7 pays, je crois, globalement autour du monde. C'est parce que à la base, moi-même, j'ai fait une transformation physique, tu vois? C'est ma transformation physique de base qui m'a donné confiance, qui m'a dit: «Voilà, tu peux réussir certaines choses». Je suis devenu coach grâce à ma transformation physique, j'ai aidé des gens grâce à ma transformation physique et j'ai, eu un métier qui me permet de vivre où je veux grâce à ma transformation physique. Donc vraiment, je pense que pour n'importe qui, ça peut changer des vies réellement. Enfin, vous le savez si vous êtes coach et ça, c'est ultra gratifiant et voilà, c'est vraiment le truc, «cool» entre guillemets, enfin cool, je sais pas le dire, mais c'est vraiment les côtés positifs du métier. Il y a des côtés un peu plus, difficiles parfois, mais ça, c'est vrai qu'en prenant du recul, quand on voit le nombre de vies qu'on a pu, changer à notre petite échelle, hein, enfin, c'est les gens qu'on a aidés qui sont changés tout seuls, mais de les accompagner vers ce changement, je trouve ça super gratifiant, tu vois? Ouais, mais je crois que je te rejoins tout à fait sur les bienfaits du sport finalement qui peut-être des dépassements mental, tu t'améliores physiquement, tout ça et derrière, il y a énormément de conséquences et
Et c'est pour ça que bon, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si on avait plus d'éducation sportive, et je pense vraiment de la vraie éducation sportive, pas juste, faire du badminton ou ce genre de choses, c'est bien, hein, de faire du badminton, mais d'avoir une réelle éducation sportive, je pense vraiment dès qu'on est enfant, tu vois? Dès qu'on est en primaire ou ce genre de choses et derrière ça pourrait avoir, des conséquences. Mais c'est pour ça même ceux du coup qui font des transformations physiques avec des coachs, comme toi, bah, forcément derrière, sur le que ce soit d'un point de vue, professionnel, personnel, c'est bénéfice et on peut vraiment avoir des énormes changements comme tu as dit, transformer des vies et je pense vraiment que c'est vraiment le sport, c'est un outil magique, hein. Mmh, complètement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour terminer le podcast? Bah, écoute, non, déjà merci beaucoup de m'avoir invité, dans le podcast. Merci à ceux qui auront écouté notre échange d'une heure, 1h23 à peu près, donc c'est cool. Et puis voilà, pour ceux qui écoutent et qui ont besoin de conseils ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à tout le monde de toute façon. Donc on peut te retrouver donc, sur Instagram, sur, les plateformes de podcast du coup pour écouter ton émission. Ouais. Tu es sur d'autres réseaux aussi? Non, alors je suis sur Instagram, sous le pseudo Clément-personal trainer. Mon podcast, c'est Envie de changement et c'est à peu près tout, parce qu'il y a un truc que j'aurais dû dire aussi dans les conseils, mais généralement essayer de se concentrer sur une ou 2 plateformes au démarrage. Je pense que c'est intéressant plutôt que d'aller sur Mmh. 40 000 plateformes. Tu sais, il y a des coachs qui sont sur LinkedIn, sur TikTok, sur machin et au final, ils arrivent pas à tenir la cadence. Donc bon, non. J'ai aussi un TikTok, mais bon, on s'en fout un peu et voilà. Podcast et Instagram, pour moi, c'est largement suffisant. J'ai aussi une chaîne YouTube, mais bon, je poste peu de contenu. C'est plus pour mes podcasts, mais voilà, par rapport à ça. OK, bah, écoute, je mettrai les liens dans les descriptions du podcast comme ça, pour les auditeurs qui voudront, aller jeter un coup d'œil, ils pourront y aller facilement et bah, sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as pu apporter dans cet épisode donc merci à toi. Et ben, merci également pour l'invitation et à très vite, Yoann. Merci. Allez, au revoir tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.